Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour la première conférence des licences 3 entraînement sportif pour cette saison 2025-2026. Et j'ai le plaisir, pour la quatrième fois, oui, tout à nous fait. avons le plaisir pour la quatrième édition, la quatrième saison. Oui, quatrième saison. Voilà, d'accueillir Donatien Morvan, technicien sportif régional et fédéral. Ça c'est important, en aviron. Alors l'aviron intéressant pour vous, pour la simple et bonne raison que c'est une activité physique et sportive qui n'est pas enseignée à l'UFR STAPS. Donc ça nous permet d'avoir un point de vue sur une autre activité. Et puis vous allez voir le parcours de Donatien, parcours professionnel, mais aussi sa formation professionnelle. Puisque Donatien, je l'ai eu comme étudiant il y a quelques années maintenant, Tout à fait. je commence à vieillir. Donatien a fait un parcours brillant au niveau des STAPS de Caen et donc va vous expliquer par quoi il est passé et comment il s'est formé. Et ce que j'aime chez Donatien, c'est toutes les opportunités qu'il a eues pour pouvoir accéder à ce poste de technicien sportif au sein de la fédération et de la ligue d'aviron. Voilà. Eh bien, Donatien, moi je pars rejoindre mes étudiants et je te laisse à ta conférence. D'accord. Elle t'appartient, tu la mènes comme tu le souhaites. Ok, super, merci beaucoup. Premièrement, bonjour à toutes et tous. Donc, comme ça a été dit, moi, ça fait la quatrième année que je viens, donc maintenant ici, pour intervenir sur ce cycle de conférences pour les troisième années entraînement sportif donc de l'UFR STAPS de Caen. C'est toujours un plaisir de venir. Donc comme ça a été dit, moi j'ai été à votre place sur ces bancs-là pour assister à d'autres intervenants, etc. Pendant mon cursus, j'y reviendrai après. Donc voilà, moi c'est encore plus fort d'être devant vous parce que j'ai été à votre place et ça me fait toujours plaisir, je le dis d'année en année, mais de boucler un petit peu la boucle et de pouvoir apporter ce que l'UFR a pu m'apporter au sein de mon parcours professionnel en termes de compétences, voilà, en termes de diplôme. Ce que ça a pu m'apporter, moi ça me fait plaisir de pouvoir renvoyer un petit peu la balle et de pouvoir continuer le cycle en intervenant aujourd'hui avec vous. Donc c'est toujours un grand plaisir quand je viens ici. Donc rapidement je vais me présenter. Hop, du coup moi j'ai 30 ans, donc je suis localisé à Rouen donc pour le travail, les fonctions que j'exerce, mais vous verrez que dans mon métier on est amené à beaucoup se déplacer. Et donc, je suis technicien sportif régional. Bon, pour la Ligue Normandie d'aviron et fédérale aviron, je vais étayer plus précisément par la suite ce à quoi il retourne. C'est vrai que pour l'instant, ça peut être des termes un petit peu opaques, pas forcément compréhensibles du premier abord. Donc, je vais préciser tout ça par la suite. Voilà, pour le moment, c'est juste pour me présenter assez simplement. Donc, dans un premier temps, avant d'étayer vraiment mes missions, mon travail, je vais revenir sur mon parcours, forcément. Donc, parcours qui va faire écho avec le vôtre. Donc, en 2016, moi, j'ai un bac économique et social, donc c'est les anciens bacs. Donc, de 2017 à 2019, licence STAPS entraînement sportif, donc à l'UFR STAPS de Caen, donc ce que vous êtes en train de réaliser. Et ensuite, 2020, licence STAPS management du sport à l'UFR STAPS de Caen. Donc déjà, je vais préciser un petit peu là-dessus. Donc j'ai fait ma première licence donc en 3 ans, de manière tout à fait classique, comme vous êtes en train de faire. Et c'est suite, et notamment quand j'ai assisté à ces conférences-là, il y a plusieurs professionnels qui sont venus intervenir, qui ont fait part de leur expérience, de leur métier, et beaucoup insisté sur l'importance de la plurivalence des compétences et la multiplication de capacités dans le milieu professionnel. Et ça a fait écho avec mon parcours que je n'avais pas encore particulièrement défini très précisément. Alors bien sûr, je voulais travailler dans l'entraînement sportif, évidemment. Mais ça m'a poussé à la réflexion en me disant, est-ce que j'essayerais pas d'enchaîner sur une autre licence, management du sport, que moi je voyais comme complémentaire avec l'entraînement sportif, pour améliorer, on va dire, mes possibilités pour le travail. En fait, moi, il y avait un truc je dirais pas qui m'obsédait, mais qui me préoccupait beaucoup quand j'étais étudiant. C'était, ok, très bien, donc là, je suis en train d'apprendre des choses.
on passe des partiels, on passe des examens terminaux, etc., vous savez. Mais ma question, c'était, ok, très bien, à la fin, je vais avoir une note. Si j'ai au moins 10 sur 20, je serai diplômé, super. Concrètement, c'est-à-dire que là, là, vous allez finir votre parcours, 3e année. Après, certains iront peut-être en master, d'autres feront autre chose. Mais ma question, c'était, quand tu as le diplôme, le bout de papier, quelles compétences tu possèdes? Concrètement, là, tu vas aller postuler pour des emplois. Que peux-tu mettre en avant? Quelles sont vraiment tes connaissances du terrain, etc. C'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup. Et c'est finalement pour ça qu'après avoir fait un peu mûrir la réflexion, notamment pendant les vacances, je me suis dit, je vais essayer de voir si c'est pas possible de réenchaîner donc sur une 2e licence pour pouvoir encore augmenter mon socle de connaissances. Donc je suis allé voir donc les responsables des filières respectives donc de l'entraînement, Philippe Brézaché, je ne sais pas si c'est toujours le cas, ouais, ok. Et du coup en management c'était Madame Fanny Lemanque et donc en fait je suis allé voir tous les deux, je leur ai fait part de mon projet, je leur ai dit écoutez, donc moi là ça y est, j'ai validé ma licence entraînement, j'aimerais bien si c'est possible pouvoir enchaîner sur une 3e année de management, sachant qu'il y avait beaucoup de ponts qui pouvaient se faire sur les deux licences. Donc ça a été accepté. Donc voilà, je suis allé voir en fait en direct. J'aime bien les mails, c'est bien, mais c'est vrai que quand on a la possibilité aussi d'aller voir les gens, je trouve ça mieux. Donc voilà, donc ça m'a permis donc finalement de réenchaîner sur une 4e année à la fac, donc 3e année directement en management du sport. Et donc j'ai pu revalider donc une licence, et ce qui m'a permis d'avoir en poche 2 licences à la fin de mes 4 années de cursus universitaire ici. Donc voilà. Et donc ensuite, de 2020 à 2022, j'ai fait un DEGEPS. Donc ça parle à tout le monde, DEGEPS? Tout le monde voit à peu près ce que c'est ou pas? N'hésite pas à donner la signification de l'acronyme. Alors donc c'est diplôme d'état jeunesse et des sports. En gros, c'est un diplôme comme on a le BPGEPS, le DEGEPS et le DESGEPS. Voilà, c'est 3 diplômes professionnalisants pour travailler en tant qu'encadrant sportif. Donc on va avoir le niveau BPGEPS, ça va être plutôt dans de l'animation. Donc le DEGEPS, c'est de l'entraînement sportif. Et après, il y a le DES, c'est pour, on va dire, l'entraînement sportif sur du haut niveau, les équipes de France, etc. Donc c'est niveau, pour faire simple, BP c'est niveau bac, DE c'est niveau bac plus 2 et DES GEPS c'est niveau bac plus 3. Donc en fait c'est l'équivalent d'une licence TAPS, le DES GEPS. Pour info, pour le concours du professorat de sport, on peut avoir le droit de postuler pour le concours, soit avec à minima une licence TAPS ou un DES GEPS. Voilà. Oui, alors là je rebondis sur ce que tu dis, Donatien, parce que c'est drôlement intéressant ce que tu dis là. C'est que les filières, donc les fédérations proposent leur propre formation, et donc la licence entraînement sportif vient en complément de ces formations proposées par les activités physiques et sportives. Dans ton cas, l'aviron, et surtout, c'est que ça peut aboutir sur un métier, sur un boulot tel que tu vas nous le présenter maintenant, quoi. Tout à fait. Donc sur la slide d'après, je reviendrai plus en détail, notamment sur cette association cursus universitaire et cursus diplôme d'État. Mais voilà, donc c'était intéressant donc, de le souligner. Donc j'ai fait Krebs Vichy, parce qu'en fait sur l'aviron, maintenant il y a 2 pôles, mais le pôle principal de formation, donc c'est à Vichy. Et c'est vrai que comme ça a été dit, donc à l'université, donc ici la spécialité aviron n'était pas dispensée, voilà, ce genre de diplôme permet aussi d'être vraiment dans la spécificité d'une pratique. Donc activité annexe, ça me paraissait important aussi de l'évoquer. Donc 2013 à 2015, pratique de l'aviron au pôle espoir en Normandie. Donc structure dans laquelle je suis encadrant maintenant actuellement, donc c'est pour ça que ça fait écho avec mon parcours. C'est important de le souligner. J'étais pratiquant donc espoir sur le pôle. Et donc de 2013 à 2016, j'avais un encadrement bénévole dans une association sportive qui était le club de Caen-Calvados. Et passage de petits diplômes fédéraux. Alors ce que j'appelle petits diplômes fédéraux, ça va être des diplômes qui ne vont pas forcément être professionnalisants, mais qui vont permettre d'avoir déjà un petit bagage technique spécifique sur l'activité, et a fortiori ici l'activité aviron. Alors, on a l'initiateur fédéral, l'éducateur fédéral et l'entraîneur fédéral. Voilà, donc j'avais passé ces diplômes-là. Alors encore une fois, à cette période-là, sans avoir vraiment de construction précise d'un chemin professionnel, c'était pour moi personnellement, j'avais envie, l'aviron, donc c'est un sport qui me passionne, donc j'avais envie de creuser un petit peu, même si dans l'idée, j'étais pas forcément acté, je voulais forcément travailler dans l'aviron. À ce moment-là, c'était pas du tout gravé dans le marbre. Voilà.
Alors là, c'est très intéressant ce que tu dis, Donatien, c'est que tu montres la question de la curiosité, sans savoir exactement quel projet professionnel on veut, sur lequel on veut aboutir, au moins se cultiver, donc là, à travers des petits diplômes, enfin des petits, c'est pas des petits, mais des diplômes fédéraux qui ont pu certainement te permettre de te construire personnellement pour ton futur métier. Tout à fait. Bah, je pense que c'est important, d'autant plus, comment dire, voilà, moi j'ai 30 ans, mais pour moi c'est encore super jeune sur toutes les possibilités professionnelles qu'on peut avoir, les opportunités, vous encore plus. Enfin, je veux dire, il y a maintenant ce que j'appelle encore une fois cette jungle un petit peu d'offres sportives qu'on peut avoir, d'opportunités. Parce que le monde, enfin on va dire professionnel allié au sport, hein, il y a tellement maintenant on va dire de possibilités, d'embranchements. Je pense que c'est super important de ça, la curiosité, je pense que c'est le maître mot, de voir. Il y a peut-être des choses, on va aller un petit peu creuser. Au final, on s'apercevra que ça ne nous plaît pas, mais c'est pas grave. Ce qui est important, je pense, c'est vraiment au moins d'essayer et puis de voir petit à petit construire, voilà, étape par étape, ces velléités professionnelles. Oui, puisque j'aime bien aussi dans ce que tu présentes, hein, là, de 2013 à 2016, l'encadrement bénévole. Ça veut dire que grâce à cet encadrement, je dirais, volontaire, eh bien, ça t'a permis aussi d'acquérir quelques expériences. Tout à fait. Et ça, c'est très important pour la suite. Bah, c'est super important parce que, vous le savez, hein, en France, hein, le sport repose énormément sur le milieu associatif. Et donc le fait de pratiquer en tant que bénévole, ça permet déjà d'avoir un premier pied sur le fonctionnement et du tissu associatif. Ça, c'est super important. Moi, je pense que vous devez avoir en cours hein, certains cours pour un petit peu apprendre toutes les spécificité de ce mouvement associatif, parce que peut-être qu'à la fin, vous, avec votre licence, vous allez travailler à votre compte, travailler pour un milieu privé, peut-être que certains vont aller plutôt sur des milieux un peu publics, etc. Donc c'est quand même important d'avoir les spécificités de cet environnement, et pour moi c'est très difficile d'envisager le sport, en France en tout cas, sans avoir une très bonne connaissance de ce milieu associatif. Ça me paraît vraiment important. Et donc la pratique bénévole me paraît être un plus, en tout cas, là-dessus. Une petite question, tu parlais de formation complémentaire, donc entre ta licence entraînement sportif et tu as voulu approfondir tes connaissances dans un autre domaine qui est le management. Donc a priori, comme ça, on pourrait penser que les deux milieux ne sont pas en relation. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire du management ? En fait, c'est intéressant comme question parce que j'ai eu la discussion avec un préparateur physique on a eu cette longue discussion où, pour lui, qui est vraiment à son compte et qui travaille dans ce milieu de l'entraînement, mais il disait en fait, je me rends compte que avec la manière dont circule l'information, la manière dont il faut chercher à se vendre, etc., il dit c'est impossible de dissocier uniquement les connaissances purement entraînement, et c'est super important d'avoir des connaissances de management pour, à fortiori, si on veut gérer, gérer sa boîte, entre guillemets, hein, quand on est à son compte, en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Et pour moi, je voyais vraiment les choses en me disant, c'est vrai qu'il y a l'entraînement sportif pur, mais pour ce que je voulais faire, et même si ce n'était pas encore très très précis, je me suis dit, si je veux travailler dans certaines structures, d'une certaine taille ou ce genre de choses, j'aurais besoin de compétences en management. Ça sera forcément un plus, et c'est encore une fois dans cette logique d'élargir vraiment mon cercle de compétences et de connaissances, quoi. Alors justement, à ce propos, on a un conférencier, plutôt une conférencière qui viendra cette année, qui travaille au sein du centre sportif de Normandie, là, à Oulgat, qui viendra nous présenter la structure et qui a fait un master management, justement. D'accord, oui. Là, uniquement dans la filière management, mais c'est complémentaire du coup. Oui, tout à fait. Et on va le voir après, hein, par la suite, sur les missions que j'exerce actuellement, ça colle tout à fait à mes diplômes et à mes prérogatives de mes diplômes. Hop. Donc, du coup, après les licences, finalement, pourquoi je ne me serais pas forcément orienté sur un master STAPS, hein, la question aurait pu se poser avec 2 licences en poche. Alors, je me suis posé la question, hein, ça c'est une réalité. Quand j'avais fini ma 4e année donc à l'UFR pour ma 2e licence management du sport, je m'étais dit, on va voir, peut-être postuler, ça allait être l'ouverture des demandes pour les masters. Et en fait, finalement, j'ai eu une opportunité qui m'a amené finalement à une professionnalisation en alternance de GEPS, ce que j'évoquais avec vous. C'est donc mon collègue actuel
Donc Antoine Beltramello, qui donc lui était le seul salarié de la Ligue d'Aviron de Normandie à l'époque, qui avait beaucoup développé la Ligue, si bien qu'elle était prête à la fois en termes de budget et à la fois en termes de travail, hein, c'est-à-dire elle avait un certain besoin même d'avoir un collègue. Donc moi, il me connaissait parce qu'il m'avait eu, et tout se recoupe finalement en tant que rameur au Pôle Espoir. Donc c'était le seul responsable du Pôle Espoir, encore une fois, à l'époque. Et donc, il m'a proposé, il m'a dit, bah écoute Donatien, moi ton profil m'intéresse forcément, forcément, là avec 2 licences dans ce milieu sportif, connaissance de la région Normandie, connaissance évidemment de l'aviron, et puis il me connaissait lui-même. Il m'a dit, bah écoute, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec moi donc au début c'était donc sur un DEGEPS. Il faut savoir que ces diplômes-là, ça se fait en alternance, hein. On n'est pas uniquement comme à la fac tout le temps en cours. Il y a une grande partie où on va être sur le terrain et ça va être beaucoup plus professionnalisant parce qu'on va travailler. On va être rémunéré à une certaine hauteur selon l'âge, etc. Donc voilà, c'est un diplôme qui est beaucoup plus professionnalisant. Et donc il m'a dit, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresse? Donc ça dure 18 mois le DEGEPS, de venir travailler avec moi sur la Ligue. J'ai réfléchi, mais finalement pas si longtemps que ça, où je me suis dit, bon bah là on me propose quelque chose. Finalement, à la fin, ça me fera un diplôme en plus, et puis on verra par la suite. C'est 18 mois de ma vie, je suis jeune, j'ai entre guillemets rien à perdre, j'ai même plutôt tout à gagner, donc ok, ben on y va. Du coup, j'ai pas fait de candidature sur le Master STAPS, et puis j'ai directement enchaîné donc à la rentrée. Donc là, j'avais fini donc l'année universitaire, et donc la rentrée après au mois d'août, j'attaquais sur un DEGEPS, donc déménager, etc. Donc j'étais encore localisé à Caen, et j'ai déménagé à Rouen, où le pôle était localisé. Alors, justement, là, on en arrive, je dirais, au point d'achoppement de tes décisions. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce terme « opportunité ». Parce que quand même, tu te destinais à continuer, pourquoi pas, sur un master. Et puis, tes expériences, ton engagement bénévole, ton expérience aussi d'athlète de haut niveau en aviron, t'ont permis de créer quelque part un réseau. Et t'ont permis aussi d'être sollicité pour intégrer cette formation et ce poste. Complètement. On va voir la suite, je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais là, c'est drôlement important pour vous, les étudiantes et les étudiants, de vous dire que votre vie d'étudiant n'est peut-être pas terminée maintenant, parce que à la fin de cette licence, parce qu'il faut vraiment que vous alliez vers ce qui vous inspire, ce dont vous avez envie de faire, pourquoi pas, avoir une opportunité comme Donatien. Celle-ci lui est arrivée au bon moment, on va dire. Oui, tout à fait. En fait, souvent, hein, c'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, les gens qui vont parler d'opportunité, le fait d'accéder à une opportunité, c'est pas que dû à la chance, c'est aussi on amène les opportunités à nous. C'est-à-dire que quand on va bien étudier, quand on va faire du bon travail, peu importe le milieu, hein, là pour le coup, souvent les opportunités vont miraculeusement plus aller vers les gens qui travaillent bien plutôt que les gens qui ont plus de réseau, etc. C'est naturel, c'est dans l'ordre des choses. Donc souvent, quand on a beaucoup d'opportunités, c'est souvent qu'on renvoie l'ascenseur à côté, quoi. Là-dessus, c'est important aussi. Alors c'est bien ce que tu dis parce que c'est très intéressant parce que ça rebondit sur le travail en préparation mentale que fait Adrien Duterte là, qui viendra dans 15 jours et qui nous dit toujours je lance des balles et je vois celles qui me reviennent. Et ce que tu dis là, les expériences, les études, le côtoiement de différentes personnes, eh bien, te permettent justement de récupérer quelque part à un moment donné et d'avoir cette fameuse opportunité. C'est exactement ça. En fait, on en revient à ce côté un peu curiosité, c'est-à-dire aller vers les gens et chercher le plus tôt possible à se faire un réseau. Ça, je pense que c'est vraiment important. Là, de toute manière, normalement, vous êtes tous dans des associations pour faire les 200 heures obligatoires là, sur la licence. Donc, en fait, c'est aussi dans ces milieux-là. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont dans des, entre guillemets, des associations qui ne sont pas les leurs de base et qui ont trouvé une structure. D'autres, c'est peut-être leur structure de pratiquants, que sais-je. Mais ça commence de là. Hein. Ça commence dans ces structures-là où il faut chercher à avoir des tremplins, discuter avec les gens, se faire repérer en faisant du bon travail, c'est tout ça en fait. Et ça commence maintenant, hein. Ça commence vraiment, troisième année de licence, c'est maintenant. Hein. Les étudiantes, les étudiants, est-ce que vous avez souhaité réagir à ces premiers propos de Donatien? Non, tout est clair, alors parfait. Moi j'ai une petite question, là parmi tous ceux qui sont devant moi, est-ce qu'il y en a qui souhaitent se professionnaliser après cette année-là, l'année de licence?
Personne? Ah, Ouais, c'est-à-dire vous avez votre licence, je vais aller dans le monde du travail. Violette, si tu veux définir un peu plus précisément ton projet. Je crois qu'il marche pas. Si, il fonctionne. Ah bon. Moi, je suis Henri Violette. Je suis en 3e année d'entraînement sportif, en spécialité natation. Ok. Mais mon projet professionnel, c'est un petit peu vague parce que j'aimerais bien être en master pour me spécialiser en préparatrice physique. D'accord. Parce que la natation, c'est pas du tout mon domaine initialement. Donc c'est pour ça que votre parcours, ça m'intéresse parce que moi, je suis plus dans tout ce qui est cross-training, crossfit, renforcement. Ok. Et en STAPS, malheureusement, à Caen, il n'y a pas du tout cette filière-là. Donc c'est pour ça que je ne saurais pas vous dire si la professionnalisation dès l'année prochaine sera possible ou s'il faut que j'attende encore 2 ans. Donc, Bah, en fait, là, dans ta question, on peut le dire, elle sera possible dans le sens où vous n'êtes pas sans savoir qu'après votre licence, vous avez le droit à une carte pro. Donc après, si tu as besoin de passer des modules complémentaires, je ne sais pas exactement les diplômes spécifiques dans ta branche, mais cross-training, crossfit, etc. Mais malgré tout, en fait, tu peux tout à fait te professionnaliser à partir de l'année prochaine. Et c'est ça aussi, c'est que là, vous êtes vraiment à un stade où il y en a, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas osé lever la main, etc. Mais c'est vrai que là, on parle même en mois, hein, à cette période de l'année, dans quelques mois, il y en a, ils vont peut-être aller directement dans le monde du travail. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, voilà, la réflexion, c'est qu'est-ce que je vais faire avec ma licence en poche, etc. Mais je pense que pour les gens qui, je dirais pas ambitieux, mais qui ont des bonnes idées, sont un peu malins, et là, je reviens un peu sur ce côté management, mais c'est aussi, on peut être très bon en tant qu'entraîneur, en tant que coach, etc. Mais aussi ce côté maintenant où il faut savoir se vendre et savoir l'image qu'on renvoie, hein, parce qu'en fait, le milieu sportif est un milieu qui est tellement concurrentiel maintenant, avec beaucoup de diplômes. Alors des diplômes, on va dire certifiés, solides, hein, comme peuvent être donc les licences STAPS, les masters STAPS, les diplômes d'État. Et c'est ça qu'on voit aussi émerger beaucoup d'autres diplômes, on va dire un petit peu plus nébuleux, on va dire, sans faire d'euphémisme, mais voilà, des choses un petit peu moins balisées. Et il faut se dire que finalement, les gens qui sont un petit peu extérieurs à ce milieu et qui veulent juste être entraînés, qui ne connaissent pas forcément les tenants, les aboutissants, ils vont surtout, beaucoup s'arrêter sur l'image aussi qu'on peut renvoyer. Donc c'est aussi important de savoir où on va et puis de pouvoir être capable de donner le change par la suite, quoi. Quelqu'un souhaite expliquer ce qu'il a envie de faire plus tard? Eh bien, bon, peut-être après. On enchaîne. Pour revenir à ce que disait Violette, je ne dirais pas que le fait qu'il n'y ait pas de crossfit en spécialité à l'UFR STAPS de Caen, je ne dirais pas que c'est malheureux. Au contraire, c'est une richesse pour toi, pour la bonne et simple raison que ça t'amène à découvrir autre chose, une autre activité. Voilà. Donc essayons de positiver un petit peu les atouts de la formation. Oui, tout à fait. Hop. Du coup, pour revenir donc plus précisément donc sur on va dire la balance entre ce qu'a pu m'apporter les diplômes universitaires et diplômes d'État. Donc sur les diplômes universitaires, évidemment, mes 2 licences. Donc forcément, vous le savez, apport théorique très important, hein. Donc on est uniquement sur du travail où on va être en cours. Voilà, on n'est pas dans la profession directement, à part sur les stages, mais bon, ça reste quand même peu par rapport à un vrai travail de 35 heures. Donc voilà. Donc l'apport théorique est très important. Capacité de conception. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important de dénoncer. C'est que normalement, si vous avez, entre guillemets, correctement suivi votre cursus, bien appris les cours, etc., sur tout ce qui va être physiologie, anatomie, préparation physique, préparation mentale, vous allez, en sortant d'une licence STAPS, être capable d'avoir une certaine capacité de conception en termes de programmation, en termes de... En fait, vous allez être capable par vous-même d'avoir des outils à disposition pour, par rapport à n'importe quelle activité, rentrer un minimum dans sa logique interne, être capable d'apporter des billes, etc. sur la conception de programmes d'entraînement, de programmation. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on ne va pas forcément la retrouver, et notamment, j'en parlerai après, sur ce diplôme d'État. Donc ça, hyper important à avoir en tête, cette capacité d'autonomie, on va dire, en termes de connaissances. Normalement, vous avez suffisamment de connaissances pour pouvoir être un minimum, et vraiment strict minimum, autonome sur la capacité de conception, sur la planification sportive. Très important. De l'autre côté, donc le diplôme d'État, alternance, expérience de terrain, hein, donc le fonctionnement d'un diplôme d'État, moi c'était sur un mois, il y avait à peu près 1 semaine où j'allais être en formation et les 3 autres semaines où on est sur la structure, on travaille. Donc forcément, là on a une vraie expérience du milieu, on ne peut pas dire autrement, on est vraiment les mains dans le cambouis à se confronter à la réalité.
Et dans mon cas, je pense que c'était super intéressant parce que je venais du coup de l'université avec tout cet apport théorique et c'est là où vient se confronter toute la théorie à la pratique. Et c'est là où on voit qu'il y a plein de choses qui sont bien vraies en théorie et d'autres peut-être un peu moins, après c'est au cas par cas. Mais malgré tout, c'est super intéressant de pouvoir confronter les deux. Et bien sûr, il va y avoir aussi cet aspect professionnalisation qui va nous permettre, après le diplôme d'État, sur un DEGEPS Aviron, par exemple, on sait qu'après, on aura du travail, parce que les clubs chargent beaucoup, donc c'est pas un problème. Donc là-dessus, c'est vraiment fonctionnement complémentaire, j'insiste là-dessus. Et également, je dirais que c'est très important de dire, entre guillemets, la chance et la richesse que vous avez d'être là. Et je le dis tous les ans, mais encore une fois, c'est super important, j'insiste là-dessus. Si vous avez bien révisé, ça va vous servir, là, le diplôme, ce que vous faites là, les connaissances que vous avez. Moi, je sais que ce que j'ai appris ici, ça m'apporte énormément dans mon travail, dans mon milieu pro tous les jours. Et voilà, ça c'est super important, parce qu'on entend des fois à droite à gauche, oui, mais la fac ci, la fac ça, oui. Alors, pour le coup, venant aussi d'autres formations qui sont hors universitaires, je peux dire que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, loin de là, très loin de là, absolument pas. C'est super important de l'avoir en tête ça, et que si vous vous emparez solidement de vos études, a priori vous aurez les billes pour être performant dans ce que vous allez faire par la suite. Et ça c'est important vraiment de le dire, parce que des fois on voit toujours un peu le verre à moitié vide. Voilà, peut-être tout n'est pas parfait, mais malgré tout je pense que c'est une chance pour vous d'être là. Alors, on te remercie pour ce retour, Donatien, en tant que professionnel de l'université. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que toi, à ton époque, il n'y avait pas de master OPS, entraînement, optimisation de la performance au STAPS de Caen, et que depuis, on est dans la 2e promotion cette année. Depuis, il y a ce master qui s'est créé. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui aimeraient, qui vont y postuler pour entrer. Mais naturellement, tu le sais aussi, puisque toi, tu as été confronté au problème. La sélection est compliquée, puisqu'il doit y avoir quelque chose comme 25 places pour intégrer le master. Néanmoins, ces masters se multiplient dans la France entière. Et de plus en plus du FR STAPS, en fonction des valences, bien sûr, eh bien, propose ce type de formation après le Bac plus 3. Ça, c'est super intéressant pour vous, si vous avez la possibilité, maintenant qu'il y a une ouverture à être master ici, sur l'entraînement, c'est quand même une grande chance. Alors, j'en profite justement pour préciser que la campagne de recrutement pour les masters va bientôt s'ouvrir, je crois. Vous êtes peut-être déjà au courant, mais je crois que ça va commencer là dans les 15 jours à venir. Donc soyez vigilants. Parce que c'est une courte période pour postuler dans les masters, ça doit durer 3 semaines ou 1 mois maximum. Donc prenez bien les contacts, informez-vous sur les sites internet, sont très bien faits en général dans les différents UFR. Faites appel à l'IA aussi, l'intelligence artificielle peut vous aider dans cette recherche de formation complémentaire à la licence. Il y a autre chose aussi sur lequel vous pouvez postuler, c'est tout ce que l'on appelle aussi les diplômes universitaires de niveau licence 3, mais spécialisés. Par exemple, on en reparlera avec Adrien Dutertre, mais sur la préparation mentale, par exemple, ou de la préparation physique, les universités proposent de plus en plus de formations diplômantes, mais spécialisées dans un domaine. Voilà. De niveau licence 3 aussi. Donc c'est complémentaire à la licence 3 entraînement sportif. Oui, tout à fait. Mais en fait, là, je rebondis là-dessus. C'est que quand je parlais d'offres de diplômes, etc., il y a quand même beaucoup de possibilités. Et je pense, c'est mon avis personnel, mais que c'est à cet âge-là où il faut en profiter. Si on a cette possibilité de continuer d'étudier, je pense que attaquer le monde professionnel avec pas mal de bagages, et pas hésiter un minimum à prendre le temps pour avoir beaucoup de cordes à son arc, je pense que c'est un atout pour la suite là-dessus, notamment sur les formations universitaires. Y a-t-il des questions par rapport à cet aspect poursuite d'études ou enrichissement personnel au niveau des expériences professionnelles? Bon, écoute, tu es toujours aussi clair, c'est parfait. Justement, pour préciser un petit peu aussi le fonctionnement du diplôme d'État, parce que diplôme universitaire, vous savez comment ça fonctionne. Donc il y a les partiels, on valide son diplôme avec une certaine moyenne
C'est des maths. Sur le diplôme d'État, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va valider donc des UC, mais en fait, ça va être, c'est pas une note sur les évaluations, ça va vraiment être, et c'est là où encore le milieu professionnel, sur des compétences qu'on va valider ou non. Exemple concret, il y a une épreuve où ça va être le suivi, un entraînement d'aviron spécifique. On est avec 2 jurys. Et donc, on a 1h30, on doit mener donc une séance de perfectionnement sportif aviron, pas d'animation, vraiment de perfectionnement, donc de A à Z. S'ensuit un entretien d'une demi-heure où en fait, il va falloir défendre sa séance, on va poser des questions spécifiques à la pratique sportive, sur de la physio, etc. Et suite à ça, il va y avoir une grille. Et par rapport à cette grille-là, en fait, on va valider cette compétence est acquise, cette compétence. Et pour valider, il faut avoir toutes les compétences acquises. Ce n'est pas une note. Donc, c'est validé ou pas validé. C'est comme le permis de conduire, quoi. Comme le permis de conduire, voilà, exactement. Et donc ça, là-dessus, s'il y en a qui, par la suite, se destinent à ce genre de diplôme, vous, avec votre bagage, normalement, de connaissances, vous allez avoir quand même cet atout. Notamment, par exemple, sur les questions de physio, venant de STAPS, sur des diplômes d'État, normalement, vous allez être à l'aise. Vous allez être à l'aise sur les questions de physio, les questions d'entraînement, etc. Là-dessus, c'est super important. Donc, faut vraiment, c'est le genre de diplôme, quand on le fait dans l'enchaînement d'un cursus universitaire, normalement, ça se passe bien. Donc, là-dessus, il faut vraiment insister. Moi, sur ma formation, donc le DE, c'est à peu près moite-moite, c'est-à-dire il y avait la moitié qui venait du BP, donc qui avait fait le brevet et donc qui arrivait sur le DE, et il y avait à peu près l'autre moitié, on venait de licence ou de master STAPS. Voilà, c'était à peu près cette proportion. Ce qui veut dire quoi? Ta promotion, vous étiez combien de candidats? On était, je dis pas de bêtises, on était 14, je crois. Oui, donc ce sont des petites promotions. Ah oui, petites promotions. C'est vrai dans toutes les activités physiques et sportives. Oui. En fait, et puis ça dépend aussi, je pense, l'aviron, c'est vrai qu'on est quand même un sport assez marginal. Donc, par exemple, sur l'ouverture de la formation DES, c'est pas tous les ans, parce qu'il n'y a pas assez de profils. Parce que le DES, c'est quand même le niveau au-dessus. Il faut avoir un certain bagage pour pouvoir déjà postuler et être pris sur la formation. Donc, c'est pas destiné à tout le monde. Donc voilà. Et donc, à l'inverse, sur le diplôme d'État, donc sur tout ce que ça peut apporter en termes d'expérience professionnelle, va avoir ce côté un petit peu plus... Alors moi, je l'ai vécu comme ça, sans langue de bois. Sur le côté, quand on va apprendre sur la programmation spécifique, c'est vrai que la formation, c'est un petit peu... Je suis un peu dur en disant ça, mais c'est quand même apprendre plus par cœur certaines choses sur de la programmation, etc., plutôt que de la vraie conception. Là-dessus, c'est sûr. Et j'étairai par la suite sur de la conf, mais on va voir pourquoi on peut se heurter à pas mal de problèmes en fonctionnement comme ça. Voilà. Hop. Donc, pour recentrer un petit peu sur le poste, j'appelle ça technicien sportif régional fédéral. Donc, je suis salarié de la Ligue Normandie d'Aviron. Donc voilà, c'est-à-dire que l'employeur, donc est la Ligue de Normandie d'Aviron, qui est une association sportive. La prise en charge d'une partie de mon salaire est par la Fédération française d'aviron, une petite partie. Pourquoi? On va le voir par la suite, parce que j'exerce des missions qui sont directement pour la fédération et pas uniquement pour la région Normandie. Et donc, ce qui fait de moi un salarié technicien sportif. Donc, je ne suis pas fonctionnaire, c'est-à-dire que je reste cadre de droit privé. Parce que du coup, pour travailler dans on va dire, ces missions-là, d'un point de vue fonctionnaire, il faut être détenteur du professorat, qui est un concours, donc fonctionnaire, conseiller technique régional. Et donc, c'est ce que je vous expliquais précédemment, pour avoir le droit de se présenter, il faut à minima licence TAPS ou DES ou BES second degré, mais ça n'existe plus, donc là, ce sera... Là, tu parles du professorat de sport, qui est donc un diplôme d'État également, mais qui est avec un recrutement sur concours. Et qui te permet de devenir fonctionnaire. Et ensuite, le ministère Jeunesse et Sport te met à disposition, alors ça peut être une possibilité, de la fédération qui te recrute. Voilà, ça pourrait être une voie d'évolution pour toi. Ça pourrait être une voie, oui. J'ai pas dit que c'était celle que tu souhaitais. Oui, mais effectivement, mais ça pourrait être une voie, tout à fait. Et voilà, il y a donc à pas confondre. C'est pour ça que venant de STAPS, on ne peut pas laisser dire à professeur de sport pour un professeur d'EPS. Ce n'est pas le même concours. Je te remercie pour la précision, parce que moi, personnellement, par exemple, je suis professeur d'éducation physique et sportive. Voilà. J'ai passé le concours de professeur d'EPS qui dépend de l'éducation nationale. Alors que le professorat de sport, comme tu le dis si bien, il dépend
ministère avant tout du ministère Jeunesse et Sport. Bah, ça c'est important, hein, parce que c'est pas faire de l'aide-bouffe, c'est vraiment important, parce que là on parle de deux diplômes, enfin de deux concours qui dépendent même pas du même ministère. Donc voilà, un petit peu comment financer mon poste. Donc voilà. Donc milieu associatif. Donc je dépends du bureau et donc du président, actuellement présidente de la Ligue Normandie d'Aviron. Donc c'est elle qui est entre guillemets donc ma responsable, donc qui est bénévole. Hein. Elle travaille à côté, mais elle est présidente de la Ligue, qui est une association. Donc voilà. Et je suis également, aussi, hein, par rapport à mon poste, je suis entre guillemets sous les injonctions et sous la direction de la DTN, Direction Technique Nationale, par rapport à mes missions, notamment sur l'encadrement sportif de compétition, voire de haut niveau. Donc je suis aussi soumis sur la direction technique, à la Direction Technique Nationale. J'y reviendrai un peu plus précisément par la suite. Qui, elle, est souvent composée de professeurs de sport, justement. Exactement. Donc, en fait, en aviron, la DTN, elle regroupe donc tous les cadres fonctionnaires. Et également, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Ouais, j'expliquerai ça par la suite. Et du coup aussi, les postes comme le mien, on fait partie donc de la DTN. Hop. Ce que tu dis là, je réagis. Tu dis que ton poste dépend aussi de la DTN, donc des missions allouées par la DTN. Financièrement, ton poste, il dépend que de la Ligue, ou il est mutualisé avec un financement de la fédération? Ouais, du coup, c'est ce que je disais. J'en ai un peu. Donc, il y a une grande partie de mon salaire qui vient de la Ligue Normandie d'Aviron. Et j'ai une part de mon salaire qui est pris en charge par la Fédération française d'aviron. Ouais, donc ça, c'est drôlement important. Ça veut dire que tu as des missions locales, régionales, mais bien sûr, et je pense que sur les 4 ans, là, c'est la 4e année que tu viens, cette mission, elle a évolué, non? Oui, tout à fait. Tu nous l'expliqueras tout à l'heure, j'imagine. J'expliquerai tout à l'heure, mais elle évolue, je dirais, d'année en année. Hein. C'est ça qui est drôlement intéressant, justement. Tout à fait. Parce qu'en fait, ça bouge beaucoup, les postes, ça vient au sein d'une direction technique nationale, donc forcément... Des fois, il y a de plus en plus de missions, mais des fois, il y a de moins en moins de monde. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des gens qui s'y mettent. Et donc, tout à fait, d'année en année, je pense que mes missions, elles évoluent à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. D'accord. Merci. Donc, du coup, justement, j'ai regroupé les missions du poste à échelle régionale. Donc, on va avoir sur les missions sportives qui vont... là, par exemple, à cette période de l'année, jusqu'au mois d'avril, ça va être 80% de mon temps. Encadrement des athlètes du pôle espoir, donc anciennement dans la ville de Rouen, maintenant Belbeuf, c'est une ville qui est à côté de Rouen. Organisation de la pratique compétitive aviron de mer, j'y reviendrai aussi, parce que c'est un sujet notamment dans la pratique de l'aviron qui a beaucoup évolué, et notamment sur l'olympisme. Et organisation de la pratique compétitive aviron adapté. Donc là, ça va être pour les personnes en situation de handicap physique et mental. Là, c'est la petite spécificité, on détermine bien les deux. On a l'aviron adapté d'un côté, qui est maintenant sous la tutelle de la FFSA, Fédération Française de Sport Adapté, et tous les handicaps type physique restent sous la coupelle FFA, Fédération Française d'Aviron. Et donc ensuite, des actions de développement, donc actions de formation. Notamment, j'interviens déjà sur les formations fédérales dispensées par la Ligue et par la fédération. Donc, les formations initiateurs, éducateurs, entraîneurs, je vais intervenir en tant que formateur. Également, dans le cadre, forcément, on le sait, les associations, on est beaucoup tributaires du financement public. On essaye d'être de moins en moins dépendant, même si ce n'est pas forcément évident. Mais les actions de formation, ça en fait partie. C'est-à-dire que moi, j'interviens pour la Ligue de voile de Normandie, Vague Normande, en tant que formateur pour leur BPAPT. Donc, en fait, je vais leur faire cours pour tout ce qui va être physiologie, anatomie, entretien corporel, prévention des blessures. Je vais intervenir sous la casquette de la Ligue Normandie d'Aviron. Je ne le fais pas à mon compte, mais du coup sur mon temps de travail, bien sûr. Et ça permet de rapporter du financement privé à l'association. C'est toujours la même chose, on a ses missions sur le poste et il y a aussi des fois, c'est de trouver de l'argent pour financer son poste. C'est le fonctionnement un peu associatif où on doit pour pouvoir travailler sereinement sur de l'encadrement et être vraiment dans le sportif, des fois, l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Ça, c'est valable un peu partout.
Justement, je rebondis sur ton engagement volontaire pour venir te présenter ton parcours et ton métier. On pourrait dire aussi que ça fait partie de tes missions, quelque part, du point de vue du développement, que de venir te présenter la fédération d'aviron auprès des étudiantes et des étudiants, et puis, naturellement, participer au développement de l'activité au sein de ton travail, quoi. Oui, tout à fait, bien sûr. En fait, c'est toujours intéressant de si je peux pouvoir transmettre un petit peu, expliquer. Et puis oui, c'est vrai que ça fait partie complètement des missions de développement. Donc recherche de financement, donc pareil, toujours dans cette recherche de financement privé, chercher des partenariats qu'on peut avoir, notamment l'aviron. On peut plutôt bien fonctionner quand on va promouvoir des actions de team building pour les entreprises, vendre en fait ce côté sur la pratique de l'aviron. Alors je n'ai pas précisé, mais voilà, l'aviron, comme on en voit souvent quand c'est les JO, où on va être plusieurs dans le bateau à devoir ramer ensemble. C'est vrai que c'est assez facile de pouvoir faire écho chez des entreprises. Vous voyez, vos services qui rament tous ensemble dans le même bateau pour aller dans la même direction. Vous voyez, c'est des termes qui sont très forts et très faciles à avoir en tête pour quelqu'un qui voudrait faire une action de team building. Et c'est pour ça que l'aviron fonctionne plutôt pas mal à ce niveau-là. On a déjà fait passer, notamment dans des banques, ce genre de choses, voilà, les cadres des banques, pour venir ressouder un peu les liens d'équipe ou souder les liens de leur équipe. Ils peuvent faire appel à la pratique de l'aviron. Donc soutien des clubs normands. Là-dedans, je vais englober un petit peu, c'est un peu un terme fourre-tout, mais c'est-à-dire qu'on a mission d'apporter des ressources et des solutions à différentes problématiques qui peuvent être très diverses sur tous les clubs normands. Ce que je n'ai pas précisé, sur la plupart des régions en France, il y a un conseiller technique sportif qui est mis à disposition, donc un fonctionnaire qui est mis à disposition sur le territoire. Nous, en Normandie, et si je ne dis pas de bêtises, il y a Normandie, Centre et Bretagne, on doit être les 3 régions, où il n'y a pas de conseiller technique. C'est-à-dire que c'est nous, les techniciens sportifs, qui faisons le travail. Donc en fait, on fait le travail que ferait un conseiller, un conseiller sportif sur les territoires. Donc ça fait partie de nos missions, voilà, d'apporter des solutions au club sur des problématiques diverses et variées. Et donc ensuite, les missions donc, à échelle nationale, donc sur la fédération elle-même. Donc sportive, j'y reviendrai plus en détail, encadrement, stage U17. Alors moi, sur mes missions fédérales, je suis, on va dire, beaucoup orienté sur les groupes U17, sur les stages d'entraînement, sur la détection, etc. Donc moi, c'est le public où je travaille beaucoup là-dessus. Ça fait partie un peu du même package, responsable stage trinational, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est un stage d'entraînement entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Je suis le coordonnateur de ce stage donc pour la fédération. Classificateur para-aviron, donc pareil, donc là j'ai fait une formation complémentaire dispensée par la fédération pour être classificateur para-aviron. Donc là on est vraiment sur du handicap de type physique, où en aviron on a 3 catégories distinctes, donc PR1, PR2, PR3 pour para-rowing. Donc très grossièrement, PR1, ça va être, on va ramer uniquement avec les bras, PR2 va être le buste et les bras, et PR3, ça va être l'intégralité du corps avec des disparités en termes de type de handicap. Et donc, je vais avoir des missions, je vais y être pas plus tard que fin du mois, là où je vais à Coubertin pour une journée de classification, donc il y a des personnes qui vont venir. Et donc, on est avec un panel de jury. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc moi, j'interviens en tant que classificateur technique. Je suis en binôme avec un classificateur médical, donc il va avoir toutes les informations, les données sur la personne qui vient pour se faire classifier. Déjà, on va essayer de voir si elle est éligible à une classification dans le secteur para. Et ensuite, moi, je vais la faire pratiquer ramer. Puis, par rapport à ce que je vois, à la fin, en tant que jury, on fait un verdict en disant, nous, on estime que cette personne-là, elle peut courir en tant que para dans telle ou telle catégorie. Voilà. Ensuite, donc déclinaison des actions fédérales sur la région, donc ça va être toutes les directives, les programmes fédéraux, ça va être à nous d'être le relais sur les différents territoires. Chronométrage sur des championnats nationaux, donc c'est-à-dire s'occuper du chronomètre sur des championnats de France, etc.
Formateur, jury pour les diplômes d'État, donc ça fait écho, j'y reviendrai sur le stage trinational, mais donc je suis formateur notamment pour les DEGEPS, et ça peut m'arriver d'être jury aussi donc pour les DEGEPS, donc notamment ce que j'expliquais, hein, les épreuves tout à l'heure sur le DEGEPS, maintenant ça peut m'arriver d'être jury sur ce type d'épreuve. Voilà. Je reviens sur, puisque tu nous montres, tu nous parles de tes missions, je reviens sur l'activité en elle-même. Tu parlais tout à l'heure de l'aviron comme une activité marginale en France un peu, ou confidentielle on va dire. En termes de licenciés. En termes de licenciés. Néanmoins, la France reste une nation qui rayonne au niveau olympique, alors peut-être pas aux derniers Jeux olympiques, Non, mais on va dire sur le plan historique. Oui. Alors, bon, je connais pas bien l'histoire de l'aviron, mais qu'est-ce qui fait qu'en France, on a une telle tradition centrée sur l'aviron, alors que c'est plutôt une activité à l'origine anglo-saxonne, oui, pas mal. Ouais. Anglo-saxonne. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça. Je ne veux pas poser une question piège, hein, bien sûr. Non, pas du tout. En fait, c'est intéressant parce que, voilà, pour les puristes de l'aviron, enfin, certains en tout cas, diraient que, bon, c'était pas si brillant, et c'est vrai, hein, sur les derniers JO. Après, justement, pour repartir des derniers JO, c'est vrai que la France revient sans médaille en aviron, ce qui est dommage à Paris, dans le sens où... Sans médaille, ça fait beaucoup. Sans, ouais, avec aucune médaille. Ça tombe mal dans le sens où c'était en France. Et c'est vrai que sur plusieurs Olympiades consécutives, l'aviron, on était toujours revenu avec un minimum une médaille. Là, sur les 2 dernières Olympiades, à Tokyo, à Rio, c'était à chaque fois au moins un titre, plus une autre médaille. Hein. Donc, c'est vrai que là, c'est mal tombé. Je pense qu'il y a un aspect historique sur l'aviron, où on va dire, on a un savoir-faire qui va nous permettre, sur certains profils spécifiques, de les amener jusqu'au bout, c'est-à-dire champion olympique. Malgré tout, je pense qu'on subit beaucoup alors là, j'en rentre un peu dans on va dire un petit peu touchy comme sujet, mais les politiques publiques françaises, en fait, où on n'est pas forcément comment dire, la promotion du sport, fer de lance, de la compétition, voilà, le fer de lance, l'aménagement scolaire ne se prête pas à la pratique du sport de haut niveau en France, c'est tout. Enfin voilà, c'est dit. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à Caen, le club d'aviron semble assez actif au niveau scolaire, non ? Il n'y a pas des classes qui sont invitées pour une initiation ponctuelle Tout à fait. au beau jour sur le canal ? Alors les clubs sont vraiment là-dessus à l'avant-garde. Ils essayent au maximum dans des programmes dispensés notamment par la fédération, notamment RAM en 5e ou sur les classes de 5e. C'est conjointement avec le programme de SVT où pour apprendre le corps humain et à la fois donc la découverte d'une activité où les clubs cherchent au maximum à faire du recrutement dans les milieux scolaires. Mais c'est vrai que pour être franc, hein, ils en passent plein du scolaire et sur le nombre qui reste dans les structures, c'est vraiment... Tu me fais penser à une chose, c'est que dans ma formation de professeur de PS, quand j'étais en STAPS, à la place des étudiants, mais en éducation motricité, on avait donc des cours de biomécanique et systématiquement on nous demandait de décrire l'activité musculaire en termes de biomécanique du rameur. Ah d'accord. Ouais, mais je pense que c'est peut-être plus trop le cas, mais à l'époque c'était ça. On prenait toujours l'exemple du rameur. Alors en fait, c'est un mouvement qui est quand même assez complet, donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est souvent on en parle. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Mais voilà, malgré tout, même si les clubs cherchent au maximum à faire de la prospection, c'est difficile de recruter. Et pareil, j'en parlerai plus en détail quand j'exposerai un peu le stage trinational. En ayant du coup des retours d'expérience avec des entraîneurs étrangers, on s'aperçoit aussi que, et notamment chez les jeunes, notamment le public U17, on n'est pas du tout logé à la même enseigne sur beaucoup d'aspects de la pratique sportive en elle-même, à la fois en termes de culturel, de promotion et de politique publique. C'est très différent dans d'autres pays par rapport à la France. Et ce qui peut expliquer, entre autres, des réussites ou des non-réussites, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que même si alors je vais le dire, hein, moi je l'ai vraiment vécu jusqu'à l'Olympiade de Paris 2024 en termes de soutien, les associations, les pôles, ça a été soutenu, ça c'est sûr et certain.
il y a eu ce côté un peu illusion. Dès qu'on a passé les Jeux de Paris, non, mais on va garder les budgets comme ça, etc. Puis en fait, on s'est aperçu que finalement, derrière, ça a Il y a eu de nombreuses coupes budgétaires, des grosses effectivement. coupes budgétaires, tout à fait. Toutes les fédérations s'en sont plaintes. Hein. Bien sûr. Non, mais là, ça a été sabré derrière. Donc voilà. Sans rentrer dans le détail, mais je pense que c'est entre autres ce qui peut expliquer pourquoi des fois on galère un petit peu sur la pratique du sport de haut niveau en France. Même si on est capable d'être les meilleurs du monde dans des disciplines, on l'a déjà prouvé, on l'a beaucoup prouvé au JO de Paris, hein, là-dessus ça change pas, mais parce que aussi on a eu beaucoup d'aide publique jusque ces JO de Paris 2024. Du coup, pour entrer dans le détail là, sur les encadrements des athlètes du pôle espoir, donc entraînement spécifique et préparation physique, bien sûr. Donc l'entraînement spécifique, ça va être pour l'aviron, être dans le canot moteur à côté des rameurs et puis donc voilà, faire du suivi sur l'entraînement, sur l'eau bien sûr. Préparation physique, donc tu avais tout ce qui va être travail au sol, il y a tout cet aspect travail au sol sur la programmation. Donc ensuite, on va avoir donc, programmation de l'entraînement. Je vais y revenir là, je vais passer les 4 thèmes et après je vais expliquer plus en détail. Gestion autour de l'athlète, donc ça c'est très transversal à toutes les pratiques, pas qu'en aviron. Hein. On a, donc nous sur le pôle, le plus jeune athlète, il a 15 ans, plus ancien, il a 21 ans. Donc on a un petit portefeuille, un petit éventail de profils. Je dirais que sur le pôle, donc on a des profils d'athlètes vraiment espoirs, c'est-à-dire qui ont encore, entre guillemets, rien prouvé, mais qui ont un potentiel physique intéressant, donc on va les prendre tôt. Donc là, pour moi, on est sur de l'accession au niveau, on n'est pas encore sur du haut niveau. Et on a des athlètes, là on a une athlète l'année dernière qui a fait vice-championne du monde, donc là on est sur du haut niveau. Là on parle, donc même au sein du pôle, on n'est pas du tout des fois sur les mêmes dynamiques. Hein. C'est-à-dire qu'un jeune de 15 ans, il va s'entraîner entre 5 et 7 fois selon les semaines. Voilà, une athlète qui s'entraîne pour être médaillée mondiale, elle va s'entraîner plutôt 10, 11 fois, voire plus. Donc voilà. Est-ce qu'il existe pour ces jeunes athlètes en devenir des structures d'accueil, comme je pense forcément au centre sportif de Normandie, tu parlais de Pôle Espoir, je crois, tout à l'heure. Tout à fait. Sur la Normandie, tu as de telles structures. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir délocalisé le pôle, là, on l'a changé donc de ville. Et on est pile dedans, là, je vais encore passer des mails sur justement faire une classe spécifique pour pouvoir avoir des profils qui seraient en internat, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que jusque-là, on avait beaucoup de Pôle Espoir Normandie, donc beaucoup de rameurs normands. Il s'avère qu'on commence à avoir de plus en plus de rameurs franciliens et de plus en plus de demandes d'autres régions. Et donc, on va devoir sûrement passer par ces classes-là pour pouvoir accueillir des rameurs qui ne seraient pas forcément normands. Donc là-dessus, pour nous, le pôle, c'est plutôt de très bon signe, que c'est signe de pérennité. Mais encore faut-il avoir les structures pour accueillir les athlètes. Détection des profils à potentiel, donc voilà, ça revient sur de l'accession à haut niveau, hein, être capable de voir des profils qu'on pourrait estimer, arriver sur les équipes de haut niveau. Donc ça, c'est important aussi En fait, ça, c'est un peu quand on va aller dans les clubs normands, voir un petit peu les jeunes, et puis discuter avec l'entraîneur et chercher à trouver, comme on dit, la pépite. C'est-à-dire, les profils, on se dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire avec ce profil-là, ça peut être intéressant. Et donc, là, actuellement, sur l'aviron français, on est en plein chambardement, si je puis dire. Parce que suite à la déconvenue, clairement, qu'il y a eu au JO de Paris 2024, on n'a eu qu'une finale, 0 médaille, donc ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Il y a eu un appel à candidature pour un nouveau directeur de l'équipe de France. Donc, il y a eu tout un processus de sélection, voilà, au fur et à mesure, qui s'est arrêté donc, sur l'actuel directeur de l'équipe de France, Antonio Moro Giovanni, donc, qui nous vient à la base d'Italie, mais qui a fait pas mal de fédérations, fait Australie, Hollande, là qui vient d'Irlande, et donc qui a postulé donc, pour gérer donc, les équipes de France, donc, qui est arrivé l'année dernière, donc c'est quand même tout récent, et qui là on a changé complètement la programmation, les méthodes d'entraînement, elles ont complètement changé à son arrivée. Voilà, il est arrivé avec une nouvelle méthode que nous, du coup, dans les structures, on se doit d'appliquer par rapport aux méthodes. Voilà, c'est très, très descendant, mais je dis pas ça de manière péjorative, mais à la différence, je pense, d'autres activités, comme je peux avoir discuté par exemple en athlé, où
pas mal d'athlètes peuvent avoir leur entraînement, leur coach et leur préparation spécifique. En aviron, notamment pour les équipes de France, on cherche à ce que ce soit quand même très globalisé et que tout le monde suit la même programmation à la même période. Pourquoi? Tout simplement parce que les athlètes ils vont s'entraîner dans leur pôle spécifique, mais quand il faudra faire des bateaux pour les championnats du monde ou les championnats d'Europe, il va falloir que ces athlètes ils rament ensemble et qu'ils aient leur pic de forme en même temps. Donc naturellement, il va falloir suivre la même programmation, même si on n'est pas forcément sur le même point géographique. Et ça, là-dessus, c'est une certaine problématique. Là, c'est peut-être lié aussi à la spécificité de l'activité, qui est une activité très précise, très technique, qui, en termes de préparation physique, demande des sollicitations très importantes. Et on pourrait parler, à travers ce que tu dis, de la mise en place d'une école de formation, en fait. Oui, tout à fait. En fait, la nouvelle structuration, on a alors, copié, encore une fois, pas du tout de manière péjorative, les modèles qui fonctionnent, à savoir donc, notamment la Hollande, là, qui ont survolé sur les JO, mais toutes les nations qui fonctionnent bien en ce moment. C'est-à-dire justement pour pallier au problème de s'entraîner dans son coin et de se réunir que de temps en temps pour des stages, pour faire des bateaux collectifs. Donc maintenant on a ce qu'on appelle le Centre national d'entraînement, le CNE, qui est né à Vers-sur-Marne, donc qui étaient les lieux où se sont déroulés les JO de Paris en aviron. Donc c'est une structure qui va regrouper entre 20 et 30 athlètes qui se destinent vraiment là pour les collectifs olympiques et qui vont donc quotidiennement vivre là-bas et s'entraîner là-bas ensemble, tout le temps. Et donc le directeur des équipes de France... C'est une sorte d'INSEP de l'aviron, quoi. Et donc c'est justement, avant on avait l'INSEP pour les équipes féminines qui a été du coup entre guillemets démantelée et du coup elles sont venues sur le CNE. Donc ça on va dire c'est vraiment la cible que tout athlète qui veut ambitionner, en tout cas en aviron, de faire les JO et d'être médaillé olympique, d'arriver dans cette structure. Donc c'est un peu sur la chaîne d'assemblage, on va dire, c'est le haut de la pyramide. Ensuite, on va avoir 4 pôles spécifiques dans les 4 coins, on va dire, de la France. On va avoir ce qu'on appelle un pôle avenir. Donc pour la zone nord-ouest, ça va être Nantes. Donc cette zone-là, nous, Normandie, on est dans la zone nord-ouest. Sud-ouest, ça va être pôle de Toulouse. Sud-est, ça va être Nancy. Et sud-est, ça va être Lyon. C'est les 4 pôles où nous, pôles espoirs régionaux, en fait, l'objectif, c'est d'envoyer des athlètes sur ces pôles-là, et a fortiori, s'ils sont assez bons, qu'ils arrivent sur le CNE. Voilà. Donc c'est la chaîne d'assemblage pour partir d'un rameur, il va être dans son club, il va arriver sur un pôle espoir, pôle avenir, et CNE, et puis après, si c'est suffisamment bon, médaillé déjà mondial, et puis médaillé olympique. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et donc c'est, moi dans le milieu professionnel, forcément, ça change pas mal de choses, parce que pour le coup, on appliquait une méthode jusque-là, depuis l'année dernière, il a fallu tout changer, s'approprier les séances de préparation physique qui ont complètement changé, et c'est là aussi où, comme je disais, cette capacité d'avoir un peu de réflexion et de, être capable d'individualiser un petit peu ce qu'on va nous donner, parce que bien sûr, on n'est pas non plus pieds et poings liés, on a quand même une marge d'individualisation sur les athlètes. Et je pense que c'est, pour utiliser cette petite marge qu'on a, c'est super important d'être capable de décortiquer la nouvelle programmation pour en tirer l'essentiel et le plus important pour pouvoir s'adapter aux nouveaux prérequis de la programmation qui change En fait, beaucoup. là, tu fais simplement référence au fait qu'il faut être hyper adaptable dans les différentes missions dans le milieu sportif que l'on pourrait devoir remplir. Parce que en fonction des tendances, en fonction des conceptions des entraîneurs, il s'agit d'un nouveau entraîneur fédéral, national, forcément il faut être en mesure, et d'où ce que tu disais tout à l'heure, ta formation initiale en termes de connaissances à la préparation physique ne peut que t'aider pour arriver à t'adapter, quoi. Tout à fait. Donc, comme on disait, sur la manière de s'entraîner, ça change vraiment. Il y a un gros accent qui est mis, alors en étant un peu spécifique aviron, mais il va y avoir le travail en bateau. Mais pour le nouveau directeur de l'équipe de France, justement, le rameur, la machine à ramer que vous avez sûrement connue dans les salles ou ce genre de choses, qui nous sert pour tester les rameurs physiquement, on va dire que c'est le nouveau gros point de travail où en fait les sélections vont se faire. Paradoxalement, avant on va dire de pouvoir défendre sa place en bateau, il va falloir déjà être suffisamment fort sur la machine, le rameur, pour pouvoir avoir une chance de défendre ses chances en bateau. C'est là, on va dire la perspective, c'est les Français, on rame bien, c'est très bien, mais physiquement on est nul.
Alors j'exagère, mais presque pas. Par rapport aux autres nations, on est trop faible, on se repose trop sur notre aspect technique. Donc avant de mettre des gens dans des bateaux, on va s'assurer que les gens sont suffisamment forts et sont dans les standards internationaux en termes de puissance sur une machine à ramer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, mine de rien, ça change quand même, ne serait-ce que pour nous. Que des quotas ont été mis en place au niveau développement musculaire, au niveau force, au niveau puissance. Bon, bah là, on est en plein dans vos cours, hein, les jeunes, là, que vous recevez en L2 et en L3, hein, concernant toutes ces qualités qui permettent de définir un athlète de haut niveau. Bon, là, c'est l'aviron. Oui. Hein, donc, de la salle. Merci. N'oublie pas de te présenter. Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Elliot Moore, donc je suis en 3e année entraînement sportif en spécialité escalade. Et je voulais savoir dans la sélection donc des athlètes qui vont être au Pôle Espoir ou même au CNE ensuite, est-ce que vous diriez qu'en aviron la part des prédispositions physiques ou morphologiques est importante ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être surmonté avec de la préparation physique et de l'entraînement? Alors en fait, là, je vais te faire une réponse qui va être un peu transversale. C'est que pour moi, à mon sens, plus tu vas aller haut en termes de haut niveau, parce que je redéfinis le haut niveau, pour moi, il y a être médaillé européen espoir et il y a être champion olympique. Pour moi, même si on parle de haut niveau, il y a le haut niveau, il y a le très haut niveau. Je te dirais que pour être champion olympique, et je pense que c'est valable dans toutes les disciplines, c'est des gens, Inès, ils sont à part. C'est tout. Enfin, là-dessus, on peut pas. C'était une phrase de Martin Fourcade, je crois, qui disait ouais, je m'entraîne pas plus dur que les autres parce que ce serait hyper présomptueux. On s'entraîne tous aussi dur. Mais en fait, je suis. Enfin voilà, il arrive physiologiquement, c'est quelqu'un qui a des capacités hors normes sur la pratique du biathlon, capacité aérobie. Et notamment, il a une capacité. Enfin, il a un cœur qui bat beaucoup plus lentement voilà, que la norme. Oui, je dirais donc que ça l'a forcément aidé en demi-fond, quoi. Enfin en ski de fond. En ski de fond, ouais. Je te dirais, ça peut arriver sur des profils, on va dire. Alors je te dirais qu'il y a des profils peut-être atypiques qui vont s'en sortir, même s'ils ne sont pas dans les standards de la logique interne de l'activité. Nous en aviron, on va chercher des profils qui vont être avec des membres assez longilignes, assez grands. Forcément, c'est le principe des leviers. Hein. Donc, plus on a des grands leviers, plus on déplace efficacement. Des gens qui vont avoir une très grosse capacité aérobie, parce que nous on a un sport à 80% d'aérobie. Donc voilà. Des grosses capacités de VO2 max, ce genre de choses. Ça peut arriver qu'il y ait des profils, notamment par exemple, qui ne vont pas être dans les standards de taille, mais qui à côté vont compenser sur des capacités aérobies hyper élevées, ce genre de choses. Mais du coup, c'est des gens qui restent hors normes dans certains secteurs. Et malgré tout, quelqu'un qui n'a pas de prérequis de base, il peut s'entraîner dur, il peut performer à une certaine échelle, bien sûr, mais il ne pourra jamais être champion olympique. Non, c'est sûr. Il faut dire ce qu'il y a. Hein, pour un champion olympique, combien il y a de non-champions olympiques en fait, hein, c'est un petit peu vrai pour tous les athlètes de très haut niveau. Tu prends Teddy Riner, sa grande force, c'est qu'il a une amplitude des segments très importante qui permettent, qui empêchent l'adversaire de rentrer dans son intimité corporelle, quoi, hein. Bien sûr, complètement. Et de toute façon, à mon sens, on ne peut pas imaginer la pratique sur le très haut niveau avec des personnes qui, entre guillemets, n'ont pas des capacités hors normes en termes de capacité physique, tout simplement. Je parle sur l'aviron, c'est sûr que c'est les capacités physiques qui vont vraiment primer. Nous, on n'a pas vraiment, on a l'aspect tactique en fait en aviron, il va être beaucoup plus marginal que les sport co par exemple, hein. Même s'il va y avoir des stratégies de course, on va quand même attendre avant tout d'un rameur des capacités physiques et des capacités techniques, mais dans l'exécution de la ramerie. Après, on n'est pas, c'est des, comment dire, sur si je dirais toutes les variables de la performance de l'aviron, ça va être vraiment ces capacités qui vont primer, quoi. Oui, je pense qu'il y a aussi des qualités mentales hyper importantes à développer. La question de se faire mal, je ne sais pas si on peut dire comme cela, mais c'est une activité qui est très dure physiquement, hein. Je crois qu'il y a un feuilleton, une série qui est très bien faite là-dessus sur Netflix ou sur justement une équipe d'aviron britannique qui doit se qualifier pour les Jeux Olympiques. Ouais. Et la sélection des barreurs, enfin pas des barreurs mais des rameurs, se fait sur des sélections physiques très poussées, quoi. Oui, tout à fait. En fait, on va avoir beaucoup sur des finales. Quand on avait fait des prises, par exemple, de lactate sur les fins de course d'aviron, c'est vrai qu'on monte dans des taux de lactate qui sont extrêmement élevés, sur des fréquences cardiaques très élevées. Oui, tu as un sport certains disent de sprint long, en fait, donc la distance olympique, oui, je ne l'ai pas dit, sur 2 km. Donc finalement, c'est à la fois long et pas long. On va dire à peu près 7 minutes de course, un peu plus pour les bateaux plus courts, un peu plus
moins long sur des bateaux plus rapides. Mais malgré tout, on va être sur une course d'endurance, mais où on va être sur un aspect physique qui va être très difficile, bien sûr. Donc oui, l'aspect mental, mais je pense dans la plupart des disciplines est très important. Une question à ma gauche, là. Pour rebondir sur l'aspect mental, est-ce que vous avez la nécessité d'avoir des préparateurs mentaux au pôle ou pas? Tout à fait, alors c'est une très bonne question. Et ah oui, ça, oui, du coup, tu t'es pas présenté, mais c'est pas grave. Vendée-Puy Clément, L3ES. Ok. Après, c'est quoi? Activité football. Ok, d'accord. Oui, tout à fait. Là, j'ai un exemple concret. Cette année, là, on a une athlète qui a contre-performé l'année dernière. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a des aspects physiques. Elle est tombée malade au moment où il fallait pas. Elle a eu du coup pas mal de problèmes, je pense, en termes d'appréhension des courses. Et justement, cette année, de sa propre initiative, elle voit un préparateur mental. Alors moi, j'apprécie vraiment parce que c'est ce que j'appelle, je veux dire clairement, sur le pôle, il y en a qui s'entraînent, mais ils ne sont pas dans une démarche de haut niveau. C'est-à-dire que, oui, ils vont venir aux entraînements. Alors déjà, des fois, ils en loupent un ou deux. Mais déjà, pour moi, quand on vise vraiment le haut niveau, tu peux pas te permettre « Ah oui, j'avais ci, j'avais ça, je me suis pas entraîné. » En fait, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Et au-delà de ça, on voit vraiment la différence entre les profils qui mettent tous les variables possibles pour performer. C'est-à-dire les variables nutritionnelles, les variables de sommeil, les variables d'hydratation. Et donc, cette variable d'aspect mental où cet athlète s'est dit à un moment, si je veux passer un cap, je sais que là, mentalement, quand les courses, ça devient dur, ça devient difficile à appréhender, je ne suis pas forcément armé, etc. Et donc, depuis le début d'année, elle voit un préparateur mental qui lui donne des tips, etc. pour appréhender. Mais comme je dis là-dessus, c'est vraiment... c'est vraiment spécifique, ça venait de son intention à elle, tu vois, on n'a pas poussé. Et depuis, pour l'instant, en tout cas sur le début d'année, elle performe très très bien. Elle se destine, je l'espère, je croise les doigts pour elle, mais aux équipes de France cette année. Donc, mais oui, du coup, Vous généralisez ça aux autres sportifs ou laissez ça individuellement à chacun de choisir? En fait, je pense que c'est intéressant comme question et pour moi, tu vois, sur un pôle espoir, un pôle d'accession au haut niveau, tu vois, tu as des profils qui viennent sur le pôle, mais qui en fait n'ont pas envie de faire de haut niveau. Je le dis clairement, c'est des gens, ils ont des capacités physiques intéressantes, mais en fait, ils ne sont pas dans une démarche de haut niveau. Et je te dis, perdre de l'énergie, de l'argent pour des profils comme ça, pour moi, je ne vois pas l'intérêt. C'est des gens, en fait, c'est pas nous, entraîneurs, à les pousser dans leur retranchement, c'est à eux de nous pousser dans leur retranchement en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont me dire « Attends, cette semaine, j'ai envie de me faire une semaine ta-ta-ta, il faut que je m'entraîne ta-ta-ta. » Bah oui, bien sûr, nous on suit, tu as besoin d'être là, tu as tes cours, mais tu veux qu'on s'entraîne après, pas de souci en fait. C'est des profils avec qui on a envie de travailler. Et pour moi, quand on arrive sur, encore une fois, tous ceux qui sont sur le pôle, personne ne les a forcés à venir signer pour être au pôle. Donc pour moi, à partir de là, c'est pas à nous de les motiver. C'est-à-dire que c'est eux qui sont suffisamment motivés. Et du coup, pour moi, je préfère que ce soit des démarches individuelles plutôt qu'un lissement global en fait qui, pour moi, met pas en lumière ceux qui sont vraiment dans ce que j'appelle cette démarche de haut niveau. Voilà, si j'ai répondu à ta question. Bien, merci pour cette réponse claire et ton positionnement conceptuel. Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant, tout à fait. Non, c'est intéressant et ouais, comme je dis, pour le coup, on peut voir en fait des profils frustrants, c'est des profils qui ont des capacités, mais qui n'ont pas le recul, la maturité nécessaire pour vraiment faire tout ce qu'il faut pour être performant. Non, mais là où c'est très important ce que tu dis, ce n'est pas l'entraîneur qui fait la performance, c'est l'athlète. Donc si l'athlète ne veut pas s'entraîner pour la réaliser, tu es quasiment démuni en tant que tel. Mais en fait, il moi, je me ne vois... faut jamais se mettre on ne fait pas à la place d'eux. Hein. Non, c'est ça. Et pour moi, très clairement, et je le dis, encore une fois, c'est pas péjoratif, parce que c'est ce que je décris moi, la manière dont je vois les choses. Nous, on est un peu une sorte d'outil pour apporter une plus-value à l'athlète, mais lui, normalement, il a son projet, etc. C'est, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Pour y accéder, qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que la question de l'accompagnement mental devient, préparation avec des techniques spécifiques aux épreuves, mais aussi de l'accompagnement en termes de motivation, en termes d'engagement dans l'activité. Eh bien, c'est devenu indispensable.
il me semble quand même que dans toutes les activités physiques aujourd'hui de très haut niveau, tous les athlètes, tous les joueurs, toutes les équipes ont des préparateurs mentaux. Hein, mais ça part d'une démarche personnelle à l'origine. Moi, je vois en volleyball, les volleyeurs de l'équipe de France de volley, hein, je pense à Jean Patry par exemple, c'est devenu d'une démarche personnelle à l'origine. Après, l'équipe peut se doter d'un préparateur mental en conséquence, ce qui a été le cas de l'équipe de France féminine en volley pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc, entre préparation individuelle, préparation collective, ces aspects-là sont indispensables. On a encore une question là devant. Ne vous inquiétez pas, le micro fonctionne. C'est pas parce qu'on vous entend pas. Bonjour, Noah Pinabel, donc étudiant en L3 ES en spécialité football. Du coup, là, dans le cadre de la préparation mentale, donc c'est vraiment que ce soit volontaire ou non, donc ça va être bénéfique pour l'athlète. Et du coup, on a votre point de vue là-dessus. Mais sur la préparation physique, je sais que ça peut poser problème, par exemple, là, dans le foot, où je connais un petit peu, où la démarche de vouloir voir un préparateur physique individuel, ça peut poser problème dans la charge d'entraînement, dans la transparence avec le préparateur athlétique du club. Donc, quel est votre point de vue là-dessus et qu'est-ce que vous mettez en place ? C'est super intéressant comme question et c'est vraiment d'actualité dans l'aviron. C'est-à-dire que pour pas faire de langue de bois, en fait, je pense que vu la planification qu'il y a actuellement, et comme j'ai dit, c'est très globalisé, je pense que faire appel à des préparateurs physiques, notamment dans des pôles, etc., je ne sais pas si la démarche serait bien acceptée, tu vois, par le directeur des équipes de France. Alors voilà, hein, c'est mon point de vue, hein, c'est par rapport à ce qu'on a vu. En fait, il y a les programmes qui sont édités par une préparatrice physique, donc qui travaille avec lui, qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc on a ces fiches en fait sur la programmation physique. Nous en fait par rapport aux fiches, on peut sans aucun souci les appliquer. Mais finalement, c'est pas si évident que ça en fait, il y a peu de pôles qui travaillent avec des préparateurs physiques extérieurs. En fait, ça va être les entraîneurs, on va assumer ce rôle-là aussi, tu vois, sur la préparation physique. Et aussi parce que y a ce côté où on atteste un peu de l'application de la politique fédérale et du bon déroulement de la programmation. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est un sujet qui peut être épineux. Hein. Je sais très bien qu'avant qu'il y ait ce changement global, il y a 1 an et demi de la nouvelle programmation, sur l'ancienne programmation qui était éprouvée depuis des années, ça avait commencé à arriver qu'il y ait beaucoup d'athlètes qui se dotent d'un préparateur physique à part en fait. Mais là, le fait qu'il y ait une nouvelle programmation, qu'on a tout remis à plat, il y a quand même cette volonté de dire, vu qu'on essaie quelque chose de nouveau, avant que chacun parte dans son coin avec des préparateurs, on essaie tous de faire la même chose et on voit si ça marche. Tu vois, en gros, je te grossis le trait, mais... Donc pour moi, c'est une démarche qui pourrait être un peu compliquée actuellement et à voir par la suite dans les années comment ça va évoluer. Mais je pense qu'actuellement, ce serait beaucoup plus simple de parler d'amener un préparateur mental que d'un préparateur physique. Tu vois, si j'ai répondu à ta question. Ouais. Mais voilà, c'est des dynamiques qui sont intéressantes, que je pense que c'est propre à chaque fédération, on va avoir ces problématiques. Mais voilà, dans le cadre de l'aviron, pour l'instant, on suit vraiment la programmation, j'allais dire pas à la lettre, mais vaut mieux au maximum de la suivre. En fait, le directeur des équipes de France actuel, il nous a présenté sa méthode, il nous a dit c'est simple, pour lui, sur sa planif, pour le groupe olympique, quelqu'un qui, depuis l'Olympiade, suit la programmation à environ entre 92 et 94% de la programmation, donc même pas 100%, c'est quelqu'un qui peut espérer être médaillé olympique. Donc lui, il fonctionne vraiment comme ça. Le taux de réussite, il tire ses données en disant, voilà, ceux-là, ils ont suivi à tant de pourcents, ils sont classés comme ça au JO. Et il y a ce respect et cette quantification par rapport à la charge d'entraînement et du programme pour pouvoir évaluer si un athlète va performer, etc. Donc la planif en elle-même est très importante. Mais c'est un sujet qui, encore actuellement, et là encore une fois, hein, j'ai pas de langue de bois, qui est beaucoup discuté au sein de la fédération. Hein. Il y a des entraîneurs qui trouvent que la méthode ça leur va pas, que la méthode d'avant c'était mieux. D'autres à l'inverse qui trouvent que la nouvelle méthode est très bien, mais ça fait pas consensus au niveau des clubs. Il y a eu beaucoup de levées de boucliers, etc. Là-dessus c'est une réalité aussi, et c'est toujours le cas. Mais en tout cas, ceux qui veulent arriver en équipe de France sont obligés de passer par le chemin de sélection fédérale et de suivre à minima la programmation là-dessus, c'est sûr. Voilà. Donc, organisation de la pratique compétitive de l'aviron de mer. Donc, aux Jeux de Los Angeles, donc prochains Jeux Olympiques,
on va avoir une nouvelle discipline venant de l'aviron qui va être olympique, et donc qui va venir de la pratique aviron de mer, ça va être le beach rowing sprint. Donc là en haut c'est la pratique qu'on va voir, donc très très différent de l'aviron olympique classique où on est en rivière sur 2 km, course en ligne de 6 bateaux. Là en fait c'est des courses de duel où on va partir de la plage en sprint, on va arriver sur les embarcations à fleur d'eau, slalom de 250 mètres entre 3 bouées, on redescend ligne droite jusqu'à la plage, on échoue l'embarcation toujours en courant et on arrive pour taper un buzzer et arriver sur la ligne. C'est fonctionnement tournoi, donc c'est l'élimination directe, donc c'est-à-dire que voilà, il va y avoir des duels, il y a un escargot et puis le but c'est d'arriver jusqu'au bout et donc d'être le gagnant en ayant éliminé tous ses adversaires. Donc là, c'est fonctionnement 8e, quart, demi, finale. Et donc ça là-dessus, ce sera en exhibition au JO de Los Angeles. Forcément, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Nous, en Normandie, on a la chance d'être une région avec pas mal de littoraux, donc on en profite. On a 2 clubs qui sont très très axés sur la compétition mer, donc qui vont être dans la Manche, Cherbourg et Barneville. Et on a déjà donc, des athlètes qui sont sur du travail de haut niveau sur cette nouvelle discipline. On a une rameuse qui a été médaillée mondiale en beach rowing l'année dernière, donc qui a été intégrée cette année donc, au pôle. Donc maintenant sur le pôle, on a un pôle mixte où on a des athlètes mer et des athlètes rivière. Et donc, ça fait partie de mes missions donc de promouvoir et de continuer le développement de cette pratique compétitive sur le territoire. Donc ça passe par une proposition de programmation au club, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec les clubs de mer qui ne sont pas forcément tous dotés d'un professionnel pour les aider et les accompagner sur la planification. Organisation de stages d'entraînement. Donc ça va être des regroupements où on va être 2-3 regroupements par an où on va faire des groupements de perfectionnement sportif. Soutien technique aux rameurs de compétition, donc pareil, faire un suivi, un retour technique sur la pratique. Et organisation de compétition sur le territoire, donc c'est des compétitions à échelle locale, enfin régionale, pour promouvoir cette activité-là. Voilà, sur le beach rowing sprint, donc, dont vous entendrez parler sur les Jeux de Los Angeles. Donc discipline où là la France a très bien marché cette année sur les mondiaux, on revient avec 4 médailles. Et donc l'objectif ça va être d'aller en chercher sur les Jeux de Los Angeles. C'est pour la petite histoire, on avait avant il y avait 2 catégories en aviron rivière, c'est-à-dire on avait les poids légers et en gros les toutes catégories les poids lourds. La catégorie poids léger a disparu du programme olympique après Paris. Paris, c'était la dernière fois. Et donc, en prenant les devants, la FISA, donc la Fédération internationale des sociétés d'aviron, a proposé au CIO une nouvelle discipline. C'était en lice avec, si je ne dis pas de bêtises, environ une quinzaine de nouvelles disciplines. Et le beach a été la discipline retenue pour être au programme des JO de Los Angeles. Donc c'est quand même une belle opportunité qu'on a eue en aviron international pour continuer à promouvoir le sport de haut niveau. Organisation de la pratique compétitive d'aviron adapté, donc organisation de stages d'entraînement. Donc comme j'ai dit, l'aviron adapté, donc des personnes en situation de handicap mental et psychique, pas physique. Donc là où on travaille de concert avec la Fédération française du sport adapté, qui eux ont la délégation sur le public, donc ils connaissent très bien les publics en situation de handicap sur ces handicaps-là. Nous forcément on est spécialistes de la discipline, donc on va travailler avec eux. Donc l'objectif c'est de travailler, nous en Normandie on a 2 clubs qui sont très axés là-dessus sur le Havre et Dieppe, 2 clubs qui travaillent énormément au développement de cette pratique. Donc le but c'est de faire le lien avec les entraîneurs qui s'investissent là-dedans, de proposer aux rameurs des regroupements, des stages d'entraînement dans la saison pour qu'ils aient une saison sportive, etc. Alors eux ils n'ont pas de championnat du monde à proprement parler, enfin, ça s'appellera les Virtus Games, où ça va être des compétitions internationales pour le public voilà, dans cette situation de handicap. Le but c'est de faire le lien entre les fédérations et les clubs. La FFSA il fonctionne beaucoup avec les comités départementaux, donc on travaille avec les CD de sport adapté, Seine-Maritime, Eure, etc. Vraiment intéressant aussi, donc moi c'est un public que je ne connaissais pas particulièrement avant d'entrer dans mes fonctions. Oui, j'ai pas précisé, du coup ça va faire depuis 5 ans que je suis sur ce travail-là. Public très intéressant en termes d'entraînement aussi. Ça m'a apporté beaucoup en tant qu'entraîneur. Pourquoi ? Parce que pour moi c'est un public qui est des fois désarmant de simplicité en termes qui nécessite d'être très simple mais précis dans les consignes. C'est-à-dire que
on peut avoir, à force d'entraîner des rameurs qui ont un certain bagage technique, on va des fois être moins précis dans les consignes qu'on va donner parce qu'on part du principe que ça va de soi. Sauf qu'avec ce genre de public, ça va pas forcément de soi. Et il y a certaines consignes où ils vont vite nous dire, on va leur dire fais ci, fais ça, et en fait ils vont littéralement le faire. Mais nous, on part du principe que c'est acquis. En fait, on ne demande pas vraiment la même chose. Et en fait, c'est un public qui demande finalement d'être très très précis dans les termes qu'on va expliquer, en termes de pédagogie. Et c'est super intéressant pour moi en tant qu'entraîneur. C'est un public qui m'a beaucoup apporté, je trouve, aussi pour m'améliorer en tant qu'entraîneur. Parce que peu importe, je pense, le niveau où on est en tant qu'entraîneur, que ce soit niveau club, niveau pôle, niveau équipe de France, je pense qu'on a tout le temps à se perfectionner. Et je pense que c'est quand on commence à croire qu'on est arrivé, où c'est le début de la fin. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a tout connu, tout vu, qu'on sait à peu près tout ce qu'il en est. Je pense que quand on cherche plus à progresser, à s'adapter, je pense que c'est un peu le début de la fin sur la carrière. C'est mon avis. Donc voilà, donc là je l'avais évoqué, donc action de formation, donc intervenant sur les formations fédérales. Donc ça va être sur les petites formations pratiques qu'on pouvait avoir sur des bénévoles dans les clubs pour leur donner des billes, pour eux encadrer en tant que bénévoles dans leur structure. Donc ça va être du spécifique aviron, savoir régler les bateaux, parce que les bateaux d'aviron on les règle. Un peu de pédagogie avec le public, comment on peut prendre en charge le public, etc. Je pense que ça doit être valable pour beaucoup, vous dans vos associations, de travailler avec des personnes bénévoles, à mon avis. Nous, c'est vrai que les clubs en aviron, pour qu'ils tournent, il n'y a pas suffisamment de professionnels sur les très gros clubs pour qu'ils puissent tourner correctement, donc ça repose sur aussi beaucoup de bénévoles, et pour qui ont certains à cœur de se former, et du coup ça peut passer par ces formations fédérales. Donc tuteur régional pour les formations professionnelles, donc ça va être, donc là je parle donc des BP, DE, ces formations-là donc professionnelles. Donc tuteur régional, c'est-à-dire quand on va rentrer dans ces formations-là, on va avoir un tuteur qui va être un tuteur de sa structure, un tuteur club. Donc c'est quelqu'un qui est censé nous apporter des billes pour suivre correctement notre formation. Et il faut qu'il y ait un tuteur régional, donc là ça va être soit mon collègue, soit moi, pour être tuteur sur ces profils-là. Et donc ça je l'avais déjà expliqué, intervenant, préparation physique pour les formations professionnelles de la Ligue de voile normande. Là pareil, ça fait depuis, ça va faire 3-4 ans que je travaille pour eux. Voilà, donc je viens pour leur public et donner des billes sur leur brevet professionnel d'activité physique pour tous, voilà, sur le BPAPT. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, sinon j'enchaîne. Voilà, donc recherche de financement, toujours, encore une fois, je l'avais dit, le nerf de la guerre. Montage de dossiers de subvention ANS et ARS, est-ce que ça vous parle, les diminutifs? ANS, Agence nationale du sport, ARS, Agence régionale de santé. Pourquoi? Alors, dossier ANS, ça va être des projets sportifs qu'on va monter pour pouvoir avoir des subventions. Donc, l'encadrement du pôle espoir, ça va être une fiche de projet sportif. On a fait donc, des demandes d'ANS pour la promotion du sport aviron de mer, du sport adapté. Voilà, on va monter un dossier sportif pour pouvoir avoir des subventions. Et alors ARS, Agence régionale de santé, mon collègue et moi-même, on travaille avec la maison d'arrêt de Rouen, donc la prison plus vulgairement, où on va, c'est pareil une politique, enfin un petit programme public qui s'appelle Sentez-vous Sport, où on va intervenir dans la prison, donc contre des subventions donc de l'ARS, pour faire du rameur à des personnes qui vont être du coup dans la maison d'arrêt. Donc voilà, pareil, encore un autre public spécifique s'il en est, où on va aller dans la prison et puis on va faire de l'aviron carcéral donc à ce genre de public. J'ai pu voir un peu de tout public, c'est-à-dire quartier hommes, quartier femmes et mineurs. Donc voilà, c'est pareil, c'est une expérience. Je sais que la Ligue m'a jamais obligé à le faire, ça en fait en me disant on sait que c'est un peu spécial. Si toi ça te branche ou pas, je dis pareil, c'est une expérience comme une autre. C'est un public pareil, c'est une expérience à prendre. Donc j'ai dit ok. Et donc voilà, on travaille là-dessus pour avoir des subventions. Et c'est une expérience supplémentaire après quoi qu'on en pense là-dessus. Prestations de team building en entreprise, j'en ai déjà parlé, donc ça va être
pareil, trouver des financements privés. Donc là, on va plutôt le faire en période estivale, parce que c'est mieux quand il fait beau à la pratique de l'aviron. En ce moment, quand il caille, c'est pas pareil. Donc ça peut intéresser donc, des entreprises pour pouvoir renforcer leur groupe, ramer ensemble. Donc ça nous rapporte un peu d'argent. Et partenariat de formation avec d'autres associations, donc entre autres avec la Ligue de voile de Normandie, où on va pouvoir voilà, faire de la formation pour continuer à ramener des financements. Et donc soutien des clubs normands, donc relais d'information. Donc là, informations diverses et variées hein, sur plein d'aspects, où nous, s'il y a des directives qui vont venir de la fédération, qui vont nous les donner à nous, la Ligue, et après nous, on va la redispatcher, donner l'info à tous les clubs normands. Soutien encadrement, passer dans les clubs normands, les différents clubs, on va pouvoir les passer dans les clubs pour voilà, soutenir l'encadrement, voir comment ça se passe, etc. Aide logistique. Nous, on possède du matériel en tant que ligue, hein, des bateaux d'aviron, des remorques pour transporter les bateaux. Il y a des moments où même des minibus, enfin un minibus. Voilà, si à un moment il y a des clubs qui en ont besoin, on va leur apporter l'aide, etc. pour qu'ils puissent aller à X ou Y compétition. Donc voilà, et puis après divers, voilà, c'est comme il y a plein de demandes spécifiques, ça peut être un moment, un club qui va être en difficulté parce que la municipalité veut les dégager pour faire autre chose. Ils vont dire, la Ligue, est-ce que vous ne pouvez pas intervenir pour essayer avec les élus c'est vraiment, là, divers, ça regroupe tout. Plein de problèmes qu'on peut avoir. Voilà, des questions. Comment on fait? J'arrive pas à inscrire mes rameurs au championnat de France. Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Le serveur, etc. Comme je dis, là, c'est très, 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 très vaste. Voilà un peu tout ce qu'on peut trouver sur le soutien des clubs normands. Donc là, c'est vraiment au cas par cas, il y a plein de choses différentes. Donc ensuite, pour aller sur le volet fédéral, donc là vraiment sur l'intégralité de la fédération, donc nous on a ce qu'on appelle le programme Performance Jeune donc de l'aviron français, donc qui va se destiner donc au public U15 et U17. Donc on va voir là qui sont plus d'actualité mais qui devraient revenir normalement. On a des stages qu'on appelle les routes olympiques, donc pour les publics U15 qui va regrouper différentes nations. Alors je dis pas de bêtises, c'est 7 ou 8 nations européennes où en fait il va y avoir des stages d'échange entre les différentes nations donc pour ce public-là. Donc sont repérés les meilleurs rameurs de chaque région de France, enfin chaque zone de France, donc des 4 zones différentes, nord-ouest, sud-est, etc. Pour participer à ce stage. Ensuite, on va avoir le match France-Angleterre. Donc là, ça va être donc pour public plus vieux U17, où là, ça va être donc les meilleurs rameurs français U17 contre les meilleurs rameurs anglais U17. Sous format, donc il y a tous les bateaux possibles en aviron, les bateaux officiels. Et donc, ça va être du duel. C'est-à-dire que ça va être du duel sec, c'est-à-dire c'est une course. Donc sur 1500 mètres, où en gros, les bateaux de chaque catégorie partent en duel et à la fin on compte les points entre les deux nations. Qui des deux nations en fait a gagné le plus de courses et à partir de là en fait ça permet de dire qui a remporté le match France-Angleterre. C'est un premier pied à l'étrier sur une expérience du haut niveau et international pour ce public-là. Et donc ensuite, il y a le stage trinational dont je suis en responsabilité. Donc anciennement, jusqu'à l'année dernière, c'était un stage franco-allemand, donc entre la France et l'Allemagne. C'est rajouté maintenant l'Italie. Donc c'est un stage d'entraînement entre la France, l'Allemagne et l'Italie sur le même public U17. Donc voilà. Comment ça s'est passé pour que j'en vienne à être responsable de ce stage-là finalement? Donc pareil, hein, c'est un peu un enchaînement, on va dire, de processus. Où finalement, donc maintenant ça fait, que je ne dise pas de bêtises, ça fait 4 ans. Il y a 4 ans, donc quand je finissais ma formation, mon DEGEPS, la carotte, entre guillemets, de la formation, c'était les 2 meilleurs de la formation seront en tant qu'encadrants sur ce stage-là, pour encadrer sur ce stage-là. Donc j'ai fait partie donc, de ces 2 meilleurs de cette formation. Ça m'a permis d'être en tant qu'encadrant, entre guillemets seulement, sur le premier stage franco-allemand. L'année d'après, le responsable du stage a quitté ses missions au sein de la fédération et lui, il travaillait pour la Ligue Pays de la Loire. Du coup, celui qui était responsable du secteur PPJ m'a appelé en me disant écoute, Donatien, là, il y a du coup
le responsable, l'ancien responsable est parti. Toi, du coup, tu as fait le stage en tant qu'encadrant. Est-ce que ça t'intéresse de récupérer la responsabilité du stage? J'ai fait, bah ok, on y va. Et donc, suite à ça, donc, j'ai été en responsabilité sur le stage. Et donc, j'ai fait 3 ans où c'était sur le modèle franco-allemand. Et voilà, l'année dernière, où c'est inclus France, Allemagne, Italie. Donc, c'est des opportunités, encore une fois. Hein, moi, en fait, dans ce secteur-là, hein, quand on vient proposer des postes, c'est pas du tout. Moi, j'envisage jamais de venir jouer des coudes et en fait, voilà, chercher à venir à récupérer une place en demandant. Très clairement, moi, jamais de la vie, je demanderai une place, dans n'importe quel secteur. J'attends qu'on vienne me chercher ou pas. Mais en tout cas, là, dans ce cas-là, voilà, on m'a démarché pour me demander d'être sur la responsabilité de ce stage-là. Expérience, bien sûr, professionnelle extrêmement enrichissante. Alors, une fois de plus, Donatien, tu nous montres qu'au sein d'une même responsabilité liée à un métier, ce métier peut évoluer, notamment à travers des formations internes, à travers des expériences, à travers un réseau plus important qui va t'amener à être sollicité sur différentes missions. Ce qui veut dire qu'on peut aujourd'hui être dans un même poste pendant de nombreuses années, mais en diversifiant ses missions. Tout à fait. Hein, et ça, c'est aussi à vous, futurs professionnels, de forger ces missions et de créer les opportunités, quoi. Ah, tout à fait. Encore une fois, hein, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Souvent, quand on fait du travail correct, du bon travail, voilà, on va nous rappeler. Et surtout dans des milieux, je pense, sûrement dans la salle, il y en a, vous êtes sur des pratiques, voilà, qui ne sont pas forcément avec énormément de licenciés, ou entre guillemets, c'est quand même des mondes, des petits mondes. Bah, le bouche à oreille va très vite dans ces milieux-là, qu'il soit bon ou mauvais. Donc quand on fait du bon travail, souvent, ça se s'évite. Quand on fait du mauvais travail, ça se s'évite aussi. Donc c'est important d'en tirer parti et de chercher à faire le meilleur pour qu'on puisse avoir ce genre d'opportunité dans une carrière. C'est toujours très intéressant. Du coup, pour revenir donc sur ce que j'expliquais, donc sur l'encadrement des stages U17, donc c'est-à-dire que pour pouvoir sélectionner les gens qui vont participer, les rameurs, les jeunes rameurs, sur ces matchs France-Angleterre, on va faire des stages de préparation où là, l'aspect détection est très important et on va chercher à entraîner et préparer des rameurs à potentiel pour la régate de qualification, donc on va dire les sélections pour entrer dans cette première équipe de France U17. Donc nous, maintenant, on est organisé sur la zone nord-ouest, donc qui va regrouper la Normandie, la Bretagne, Pays de la Loire, Île-de-France et Centre. Donc c'est 5 régions où en fait on travaille parmi ces 5 régions avec les collègues des régions, avec un manager de zone, c'est-à-dire un manager de la zone nord-ouest, on va dire, qui gère ces 5 régions. Donc on travaille avec lui. Et donc l'idée, c'est de faire des stages de détection et de préparation avec les meilleurs athlètes de la zone, donc des 5 régions, pour les envoyer, essayer d'aller chercher un ticket dans ces équipes-là. Donc c'est des stages qu'on organise. Là, cette année, on va en avoir 2. On va avoir 2 stages de 3 jours où on cherche à brasser, voir les compositions d'équipage qui nous paraissent les plus performantes et pour préparer les rameurs, pour pouvoir aller les chercher sur les équipes. Il y a une bonne partie des rameurs qui sont sur des pôles, donc des pôles espoirs, etc., qui font partie de ces pôles. Il y a des rameurs qui s'entraînent dans leur club, mais qui sont suffisamment performants pour être sur ces genres de stages. C'est possible aussi. Il y a des rameurs qui réussissent très bien sans être dans une structure, dans un pôle, qui sur des clubs, quand ils sont suffisamment bien accompagnés, etc., il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, donc, vraiment intéressant, toujours des stages très intéressants où on travaille avec donc les collègues des autres régions, on échange, c'est toujours des stages vraiment enrichissants, que ce soit pour les rameurs et pour l'encadrement. Donc voilà. Et donc ensuite, sur le tri national plus en détail, donc comment vont être choisis ces rameurs? Parce que finalement, pour revenir en arrière, donc on dit qu'il y a une sélection pour le France-Angleterre. Alors la sélection pour le France-Angleterre, elle est très, pas bête et méchante, mais ça va un peu changer cette année. Mais pour faire simple, il y a des places qualificatives. Ce bateau est là, ce bateau est là. Ils sont qualifiés. Fallait faire dans les 2 premiers, ils ont fait dans les 2 premiers. Ceux qui sont qualifiés, point. Pour le stage trinational, on va aussi chercher plutôt des profils, on va dire des profils pour l'avenir, c'est-à-dire
souvent des profils physiques pour les Français, alors bien sûr des profils performants. Une très grande partie de ceux qui ont fait le France-Angleterre vont faire le tri national, mais pas tous. Il y en aura forcément qui feront le France-Angleterre et qui ne feront pas le tri national, simplement parce qu'il y a moins de place. C'est simple, c'est les 8 meilleurs rameurs français hommes et les 8 meilleures rameuses français femmes. Donc voilà, et c'est pareil pour les 2 autres nations, Italie et Allemagne. Donc ça va être des stages, là c'est un stage d'1 semaine qu'on fait au mois d'août, où là on va être, alors c'est important de le souligner, c'est un stage qui est soutenu par l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse. Et donc, pour avoir les subventions OFAGE, ça doit être des stages à caractère, donc il y a bien sûr un caractère sportif, mais il y a aussi un caractère échange culturel qui est très important. C'est-à-dire qu'on va avoir sur place une animatrice linguistique qui est à charge de baliser la semaine avec, au-delà de l'entraînement, des échanges avec des jeux autour de linguistique, des échanges de spécialités culinaires. C'est vraiment, au-delà que du sportif, il y a vraiment cet aspect échange culturel qui est très important, qui doit être même prépondérant dans ce stage-là. Donc voilà, et à côté de ça, il y a tout le versant sportif qui est très très intéressant, d'où l'idée c'est d'échanger avec les entraîneurs des autres nations, notamment sur les méthodes, sur ce jeune public finalement comment ça se passe, et c'est là où on s'aperçoit en France notamment qu'on est en retard physique par rapport par exemple aux Allemands. Hein. Les Allemands surtout les tests physiques qu'on peut faire, ils sont bien plus efficaces, bien plus puissants que les Français. On sent qu'en termes de culture sportive, de préparation physique, ils sont bien plus aguerris que les Français. Et là, du coup, l'année dernière, on a vu que les Italiens n'étaient pas en reste. Et finalement, avec l'échange avec le staff italien qui nous explique que eux, sur le fonctionnement de ces jeunes-là, ils ont fini les cours tout début d'après-midi et après, ils peuvent s'entraîner tout le reste de l'après-midi. Donc, ils s'entraînent tous les jours, etc. Ils ont des créneaux d'entraînement beaucoup plus larges que les Français, ce qui leur permet aussi d'être bien plus performants à cet âge-là. Avec certains revers de la médaille, comme il explique, il m'expliquait le responsable italien en disant alors c'est bien, on a des rameurs performants sur les jeunes catégories, mais on a aussi beaucoup de pertes entre les jeunes catégories et les catégories seniors, parce qu'ils sont déjà tellement entraînés, ils sont tellement tirés sur la gueule qu'à un moment, c'est bon quoi, ils ont donné. Une sorte de ras-le-bol. Ouais. On aura le bol, ils sont séchés, et donc ils ont quand même D'où le problème de la détection trop précoce, quoi. C'est ça. Ça va être la détection trop précoce et je dirais l'entraînement intensif trop précoce aussi, quoi. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc moi sur ce stage-là, je suis sur la coordination et j'ai avec moi des DEGEPS du coup. On en revient encore à cette formation. Donc ça va être les meilleurs DEGEPS qui vont arriver. Donc là l'année dernière il y en avait pas mal. Hein. J'en avais 7 avec moi. Qui vont être sur le stage et donc ça rentre dans le cadre de leur semaine de formation où ils vont prendre en main un équipage, donc il y a 4 équipages, ils vont par binôme prendre en main un entraînement d'équipage et ça leur permet d'avoir une belle expérience en suivant des rameurs très performants pour leur âge, sur leur catégorie. Voilà, ça permet eux aussi d'échanger avec les entraîneurs étrangers, voir qu'on peut avoir des fois des connaissances, des choses qui pouvaient apparaître comme certitudes, et finalement quand on les confronte à d'autres expériences étrangères, on se dit ah d'accord, ils font comme ça, finalement c'est pas gravé dans le marbre, et c'est toujours des moments hyper intéressants. D'un point de vue professionnel, c'est hyper riche aussi. C'est-à-dire que moi, étant sur la coordo, donc pour la France, notamment l'année dernière, où c'était en France, on était les pays hôtes, donc il faut quand même pas mal se démener pour que tout tourne bien en place avec les 2 autres pays. Faut chercher à créer tout de suite une émulation. Parce que si on veut que ce soit un stage d'échange pour les athlètes, le staff doit montrer l'exemple, c'est primordial. C'est-à-dire que si les jeunes ils voient que leurs entraîneurs ils discutent entre eux, ils échangent entre eux, ça va naturellement ils vont avoir tendance à se mélanger. Si ce n'est pas le cas, c'est très dur. Et puis là, la semaine, elle peut être longue parce que tout le monde reste dans son coin. Il y a les Allemands d'un côté, les Italiens de l'autre, les Français de l'autre. Ça peut être long. Donc c'est pour ça que c'est super important de tout de suite créer une émulation. Au sein de la semaine, on fait quelques entraînements en bateau mixte, donc de nationalité. Toujours très intéressant aussi, où les rameurs vont se retrouver dans des bateaux italiens, français, allemands. Donc souvent c'est toujours un grand moment parce que c'est toujours super intéressant. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est on fait une animation linguistique où on va leur donner des mots dans les 3 langues, des mots spécifiques à l'aviron pour ramer. Et après on les met sur les bateaux.
ils se débrouillent, les rameurs. Vous avez suffisamment de mots de langage, ou Pierre il parle en anglais, pour essayer de vous débrouiller. Et le but, c'est qu'ils se fassent comprendre dans les bateaux, etc. Donc même pour eux, c'est hyper enrichissant. Puis des fois, ça leur permet de voir aussi, on se dit, ah oui, bah, c'est vrai que les rameurs allemands, ils sont super forts physiquement. Voilà, ils rament différemment, les Italiens ils rament différemment et tout. Voilà, souvent, c'est un stage qui est vraiment aussi très bien retenu par les jeunes. Il faut savoir qu'en termes de pourcentage, il y a, je dirais, les 3/4 des rameurs qui ont été sélectionnés sur ce stage-là. L'année d'après, ils sont en équipe de France junior, U19 à peu près. Donc souvent, il n'y a pas beaucoup de trous dans la raquette. Hein. Tu disais que ces stages permettaient de se comparer aux autres nations que sont la Grande-Bretagne et puis l'Allemagne. Ah oui, donc Allemagne, Italie et l'Italie maintenant aussi. Est-ce que sur les 4 ans que tu as suivi ces stages en tant qu'encadrant, tu as pu constater une amélioration des différences physiologiques, musculaires, de performance physique des athlètes français? Alors c'est une bonne question. Je dirais que il y a une certaine prise de conscience en fait sur l'échelle française, vraiment de ce côté, et encore plus là maintenant avec le nouveau directeur des équipes de France qui dit on ne peut pas se reposer que sur la ramerie française, il faut vraiment améliorer physiquement les rameurs. Et ça on le voit hein, tous les ans, quand on fait donc des courses à la fin de la semaine, confrontation avec les 3 nations, les fois où on ne gagne pas souvent, hein, mais les rares bateaux où on gagne, c'est parce qu'on a des profils physiques. Et en fait, c'est les profils que les Allemands vont nous enlever, vont nous dire « Ah bah oui, là les Français, vous avez des gars dans le bateau, là ils sont costauds. » Et bah, quand c'est comme ça, bah, on gagne les courses en fait. Et ça fait le point où, et ça permet aussi de sensibiliser les rameurs en disant « Vous voyez, vous dites oui, mais on dit c'est un ergo ça coule. » C'est-à-dire, voilà, oui certes, je ne suis pas fort physiquement, mais en bateau, oui, j'arrive à m'en sortir. Tu arrives à t'en sortir à l'échelle française, quand tu arrives sur une échelle internationale, bah non, ça passe pas, parce qu'en fait, tu n'es pas assez puissant. Donc ça leur permet vraiment d'être mis un peu au pied du mur. Parce qu'encore une fois, c'est des profils qui en France, souvent on fait une saison où ils ont la plupart du temps gagné en France. Et quand ils arrivent là contre les autres nations, ils se disent « Ah oui, d'accord, donc l'international c'est comme ça, il y a le niveau là, si je veux être performant à l'international, et j'ai encore tout ça à faire. » quoi. Donc, mais je dirais quand même que ça tend à il y a des quotas minimums à remplir pour aller au... Excuse-moi. Ouais. Il y a des quotas minimums en France pour aller sur les épreuves internationales. Alors non, en termes de sélection. Alors on va fonctionner, et ça fonctionne encore plus actuellement, ce qu'on va appeler en temps pourcentage. C'est-à-dire, on va avoir un temps référence, donc la plupart du temps c'est le record olympique. En tout cas le top temps de la discipline. Et du coup, par rapport à la perf qui va être proposée sur la course de 2 km, ça va donner un pourcentage par rapport au 100%. Et selon le pourcentage, on peut estimer que le bateau peut être compétitif internationalement ou pas. Et en fait, après, il y a des barèmes, c'est très simple. Hein. Je ne sais plus combien c'était l'année dernière. Faut faire des chronos, quoi. Il faut faire des chronos, et c'est le pourcentage qui compte. On enverra les bateaux qui sont à ce pourcentage-là, si vous n'êtes pas à ce pourcentage-là. Et les entraîneurs français vous suivent dans cette démarche de qualification, de sélection, pour amener les athlètes à être au niveau, en fait? Alors oui, bah, et puis de toute façon, je vais dire assez simplement, là, c'est le directeur des équipes de France, c'est lui qui est maître à bord là-dessus. Hein. C'est-à-dire que c'est le fonctionnement qui est comme ça, et qu'on soit d'accord ou pas, c'est le fonctionnement. Donc, Je me souviens que la Fédération française de natation, dans les années 2000, à l'époque de Esposito, le DTN, Claude Fauquet, constatant les mauvais résultats de la fédération, avait augmenté tous les quotas de qualification pour les nageurs et les nageuses. C'est bien que même si tu ratais d'un dixième ta qualification, tu n'y allais pas, quoi. Alors il y avait eu beaucoup de contestations, mais du coup, tous les entraîneurs de France et de Navarre avaient dû amener les nageurs au niveau pour pouvoir, et c'est comme ça que pour pouvoir rayonner sur le plan international. Et c'est comme ça que la natation française a brigué les podiums dans les années de 2005 à 2015, quoi. En fait, là, c'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que là, quand on voit les barèmes, et notamment les barèmes qu'on dit ergométriques, hein, donc sur la machine à ramer,
Bon, les barèmes, ils étaient là, ils sont là maintenant, les barèmes. Hein. C'est-à-dire que sur certaines catégories, pour l'instant, il n'y a aucun rameur français qui rentre dans les barèmes. Comme ça, c'est réglé. Hein. Donc, alors, ils sont très durs, hein, bien sûr. C'est des barèmes très, très solides, même pour un niveau international. Mais je pense que c'est aussi cette volonté de... Il faut de l'exigence si on veut de l'exigence. rayonner à l'international. Voilà. Et c'est qu'on fait le bilan. Et les jeunes, dans les stages, là, ils réagissent comment par rapport à cette difficulté des barèmes, des quotas qui sont relativement élevés? En fait, je dirais que ça dépend des profils. C'est-à-dire que ça dépend vraiment du cas par cas. En fait, ils partent du principe qu'ils ne vont pas forcément y arriver, mais que, bon, au moins, ils ont ce cap qui est très difficilement atteignable, mais au moins, ça leur permet de visualiser vers quoi il faut tendre et qu'ils ne peuvent pas se contenter, entre guillemets, de s'entraîner et s'entraîner, quoi. Il faut s'entraîner encore plus dur. Très bien. Le seul, en termes de manière de penser et de manière de voir la performance, c'était sur mon rapport que j'ai fait là cette année, ça m'a un peu énervé je trouvais que des fois les Français on était aussi un peu trop passifs, les Français, c'est-à-dire ah ouais mais bon ils sont trop forts, voilà ils sont trop forts. Et là on rentre un peu sur le côté plus il n'y a pas de fatalité quoi. Anecdote, oui, fatalité, et même pas de fierté quoi. C'est-à-dire que à un moment, les Italiens ils se foutaient de la gueule de certains bateaux français qui s'étaient fait éclater, et je restais là, bah oui mais c'est vrai ils nous ont explosé, mais t'as envie de leur dire, mais à un moment, réveillez-vous quoi. Réagissez. C'est pas une fatalité quoi. Je veux dire. Bien d'accord. Et ça c'est quelque chose qui peut avoir tendance un peu à m'agacer. Je pense que les étudiants savent de quoi tu parles en termes de. Ouais, en fait moi ça m'agace. En termes d'engagement. C'est ce cercle un peu vicieux où on se dit, de toute façon, on n'est pas au niveau, et du coup, on est derrière, donc c'est sûr qu'on n'est pas au niveau, et en fait, ouais, mais bon, avec cet état d'esprit-là, on n'est jamais au niveau, quoi. Donc voilà. Mon petit Donatien, il reste 15 minutes. Ouais, on est bien, je pense. Donc, je pense que tu es dans les temps, ouais, mais simplement pour te donner le timing. Du coup, classificateur fédéral, j'en ai déjà parlé, donc on est plutôt pas mal. Hein. Donc, rôle de répartition des athlètes en situation de handicap physique dans les 3 catégories de para-aviron, donc PR1, PR2, PR3. Donc ça, j'en ai parlé. J'ai pu accéder aussi à un stage, un stage de recrutement des équipes de France para à Vers-sur-Marne, où j'ai été invité sur le stage. Donc ça m'a permis aussi de voir un autre public, d'autres spécificités avec des bateaux adaptés, bien sûr. Donc pareil, un secteur vraiment intéressant et enrichissant. Donc ensuite, voilà, donc reste des missions fédérales, donc déclinaison de la politique sportive fédérale sur la région. Donc pareil, hein, c'est faire le relais des directives fédérales. Et chronométrage des différents championnats nationaux, hein, donc ça va être ceux qui sont en charge du chronométrage, hein, ça va être du coup les cadres, donc les conseillers techniques et les TSR, hein, techniciens sportifs régionaux. C'est tout ce contingent-là qui va sur les différents événements français vont être en charge des chronos. Ce n'est pas des gens qui sont payés spécifiquement pour faire le chronomètre, hein. On ne sous-traite pas à d'autres entreprises. C'est vraiment nous qui faisons les chronométrages. Alors bien sûr avec certains qui ont plus de missions là-dessus, qui vont préparer toutes les feuilles de chronométrage, etc. Mais pour que ça fonctionne sur les championnats, voilà, c'est des cadres qui s'occupent des chronos, quoi. Donc, pareil, hein, comment dire, ça demande un petit temps d'adaptation, mais après, c'est pas non plus si compliqué que ça. Et c'est une sorte de commission centrale d'arbitrage ou... Oui. Ça fait pas, les chronométrages en font partie, non? En fait, le chronométrage, on va dire, les différents listings, etc., ils vont être faits à part avant le championnat. Et après, bien sûr, il y a, les commissions, etc., les commissions... Parce qu'en fait, en gros, tous ceux qui s'occupent de l'aspect chronométrage sont des professionnels, du coup, et tout ce qui est aspect, arbitrage, c'est bénévole. Donc, en fait, c'est mes deux instances qui se enjoignent, en fait, pour organiser les événements. Mais oui, du coup, ça, je ne l'ai pas précisé, mais sur les championnats, les arbitres sont bénévoles en aviron. Donc voilà. Du coup, on approche de la fin. Donc, sur pour moi, en tout cas pour mon poste, sur les qualités requises, j'ai choisi donc, ces qualités-là. Donc, la rigueur, bien sûr, étant pas mal sur le versant entraînement, accession au niveau. Pour moi, on ne peut pas se prétendre à faire du haut niveau à la fois en tant que pratiquant et à la fois en tant qu'entraîneur si on n'a pas un minimum de rigueur, ne serait-ce qu'en tant que crédibilité. Hein, on ne peut pas demander énormément à des athlètes si nous, en tant qu'entraîneur, on n'est pas non plus rigoureux. Forcément, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible.
Curiosité, on en a beaucoup parlé. Hein. Là, en fait, si on retrace un peu ce que j'ai pu vous évoquer, il m'a fallu être curieux pour venir sur de l'encadrement de public que je ne connaissais pas du tout, hein, personne en situation de handicap, personne dans le milieu carcéral, voilà, des profils on va dire atypiques, où il m'a fallu voilà, être un peu curieux pour encadrer ce genre de public, mais je pense que la curiosité, ça reste super important, notamment pour étoffer son carnet d'adresses, etc. quoi. Alors pour ceux qui sont chargés des comptes rendus de ta conférence, là, Donatien vous a mâché le travail en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Hein, il vous a donné les qualités requises dans ces 3 domaines pour pouvoir exercer à ce poste. Du coup, ensuite, donc pédagogie. Pédagogie, super important. Et en fait, pour moi, c'est ça, la pédagogie, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a un œil technique et quelqu'un qui va être un bon entraîneur. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que, c'est pour ça qu'on dit aussi des fois que c'est pas forcément quelqu'un qui a fait du très haut niveau, ça va faire quelqu'un de lui un très bon coach, pas vrai du tout, parce qu'on peut avoir une excellente expérience technique, d'être très précis, être capable à l'œil de voir ce qui ne va pas sur un bateau, être capable de le transmettre et de gommer les erreurs qu'on peut voir à l'œil. C'est là tout le pendant et l'intérêt du travail pédagogique. La pédagogie, ça regroupe tout. Hein. Ça va être la manière dont on va proposer des exercices de remédiation à des fautes techniques. C'est cet ensemble-là, de ce package, qui va nous permettre d'arriver à un point A où il y a des fautes techniques. Point B, on a corrigé ces fautes techniques-là. Il ne suffit pas de les voir. Il faut transmettre cette capacité aux rameurs de les gommer. Donc ça passe par une capacité de pédagogie. Être aussi, pédagogie, j'entends, on travaille avec des profils, c'est des caractères, bien sûr. Il y a, pour moi, pour faire du sport à haut niveau, il faut avoir un certain ego, certaines forces de caractère, globalement. Hein, quand on est quand même sur des profils qui ont quand même une force de caractère. Donc des fois, quand on est sur des séances qui sont difficiles, des périodes qui sont difficiles, des moments de contre-performance, on peut tomber sur des cas où il faut discuter longtemps avec l'athlète, être capable. Alors j'avais dit qu'on n'est pas là pour motiver les athlètes de A à Z, ce qui est vrai. Bien sûr, quand il y a des chutes de motivation, des creux au milieu de la saison, sur la tête, c'est là où ça va être hyper important d'appuyer le trait, montrer qu'on est là et qu'on est présent pour pouvoir le pousser, l'athlète, à repartir, etc. Parce qu'il y aura forcément des contre-perfs au milieu, il y a forcément des contre-perfs dans une carrière à la fois de rameur et d'entraîneur. Parce qu'en fait, quand on est entraîneur, quand on a son athlète qui contre-perf, il faut à la fois gérer l'athlète qui est déçu, et nous aussi, en tant qu'entraîneur, on va être déçu parce qu'on va se remettre en question, se dire est-ce qu'il y a des choses que j'ai mal faites. Là-dessus, c'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup plus intéressant d'être confronté aux échecs qu'aux réussites. Parce qu'en fait, gérer un athlète qui réussit, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il réussit, on va continuer à l'accompagner, tout ce qui va être aspect mental, il va être motivé, etc. Par contre, un athlète qui va venir contre-perf sur une saison, etc., c'est là où il va vraiment falloir se creuser les méninges pour dire qu'est-ce qui n'a pas été, comment j'y remédie, etc. Donc je trouve que c'est dans ces périodes-là qu'on progresse le plus en tant qu'entraîneur. En connaissance de l'activité, évidemment. Bien sûr, dans mon travail, si on n'est pas spécialiste, c'est un petit peu compliqué. Mais là, je pense que c'est pareil pour toutes les pratiques d'entraînement sur de la compétition. Adaptabilité, un des termes les plus importants, l'adaptabilité. Là, on l'a vu, qu'on nous a changé toute une manière de faire, une manière de s'entraîner, de sélectionner les athlètes d'une année sur l'autre. Il faut être capable de s'adapter, de rebondir, de s'emparer des nouvelles connaissances, des nouvelles programmations qu'on va nous apporter. Donc là-dessus, hyper important. Et flexibilité, donc ça c'est, dans le milieu professionnel, alors pour moi jusqu'à une certaine limite, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un métier, faut pas s'attendre à, si on s'attend à faire des journées où on sait quand on commence, on sait quand on finit à la minute près, non. Enfin, si on veut ce genre de poste-là, c'est pas un poste adapté parce que, oui, il y a des moments où on est tributaire de rameurs qui sont en études, qui sont des fois en cours. Il y a le bus qui est en retard, il y a ci, il y a ça, ils arrivent avec une demi-heure de retard. Du coup, forcément, ça nous décale le moment où on va finir la journée. Il faut le savoir.
c'est sûr que c'est pas un métier où on va se dire je vais faire ma semaine lundi à vendredi, je sais que ça va être de 8h à 18h. Non. Là-dessus, des fois, je vais travailler. Par exemple, là, ce week-end, je travaille, donc on récupère des journées en semaine, etc. C'est pas les semaines, on va dire, typiques d'emploi où on va faire la semaine et après le week-end. Je pense que vous en avez conscience, mais c'est important de le rappeler. Donc voilà un petit peu pour déblayer et étayer un peu les qualités requises à mon sens pour le poste. Donc finalement des qualités qui sont complètement transversales à n'importe quelle de vos pratiques et je pense dans pas mal de postes. Donc voilà. Et donc pour finir, je reste sur les références bibliographiques. Justement, j'allais te les demander, voilà. quelques références bibliographiques ou en tout cas des ouvrages qui ont pu t'influencer ou qui t'influencent encore. Du coup, voire des sites internet, pourquoi pas. Oui, alors là en fait, du coup, j'ai 2 livres et un article. Donc sur l'article qu'on peut retrouver sur Cairn, Incertitude de la performance et paroles d'entraîneur. Donc voilà, un article que je trouve vraiment intéressant et notamment, ça rebondit à ce que je disais juste précédemment sur l'incertitude de la performance, c'est-à-dire de travailler avec des gens qui, toute l'année, ils s'entraînent dur, ils s'entraînent tous les jours, voire 2 fois par jour, et ils n'ont aucune garantie qu'ils vont y arriver. Donc c'est quelque chose de très difficile à appréhender, et l'article m'a paru intéressant. Après, de manière très pragmatique, la nouvelle Bible de la préparation physique, si vous potassez, vous achetez une Bible, tous les modèles qu'ils ont fait, ils ont fait la Bible de la préparation physique, mentale et du jeune athlète. Pour moi, c'est vraiment des références. Alors, les ouvrages sont un petit peu chers, je crois que c'est 40 €, mais c'est pour moi 40 € très bien investis en termes de connaissances, en termes voilà, pour continuer d'avoir. Si vous avez une question, vous pouvez ouvrir le bouquin et ça. Juste une petite précision là sur un des auteurs, Françoise Labridi, c'est une ancienne prof de PS qui s'est formée de manière très spécialisée dans le domaine de la psychanalyse appliquée au milieu du sport. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas que l'aspect physique. Non, tout à fait, exactement. Et je dirais même, si le mental ne fonctionne pas, le physique ne pourra pas fonctionner, ça c'est sûr. La source que tu cites là, le Cairn, donc le Cairn Info, vous avez tout plein de productions scientifiques dans différents domaines. Vous avez un moteur de recherche en fonction des termes que vous rentrez et qui peuvent vous orienter vers des articles scientifiques qui pourraient vous intéresser, quoi. Et du coup, pour finir, donc moi finalement, livre que j'avais lu en L1 pour le cours d'anthropologie que j'avais vraiment bien aimé, Sport et civilisation, la violence maîtrisée de Eric Dunning et Norbert Elias. Donc voilà, donc là sur un aspect plus sociétal, donc anthropologique, sur le rapport au sport et la civilisation. Parce que des fois, c'est important aussi, on est tout le temps la tête dans le guidon sur la performance, etc. Je trouve ça très intéressant. De toute façon, j'imagine que vous avez eu cours avec Patrick Vassor, ce qui a déjà dû un peu vous secouer. Mais être capable d'avoir un peu ce miroir sur le sport, et notamment le sport de haut niveau, tout ce que ça peut apporter, mais également avoir un certain regard critique dessus. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, puisqu'on arrive au terme de la conférence de Donatien? Une question là à ma droite. Donc pareil, tu n'oublies pas de te présenter. Ouais, bonjour, je m'appelle Sofiane, donc je suis en spécialité natation. Et c'est pour rebondir avec ce que vous avez dit à la fin, c'est que ça doit être super stimulant d'avoir plein de rôles, plein de missions comme vous avez, et de ne pas être cantonné, je sais pas, qu'à un simple rôle d'entraîneur, coordinateur, je sais pas. Mais est-ce que il n'y a pas une balance? Est-ce que vous ne ressentez pas une fatigue, du stress? Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Parce que c'est assez spécial quand même. Donc je me posais cette question-là, tout simplement. C'est une très bonne question. Alors de la fatigue, oui, il y en a un petit peu. Mais ce que je dirais, ce qui me frustre parfois, c'est que j'ai un peu l'impression de courir plein d'heures en même temps et de ne pas réussir à approfondir autant que je voudrais par moment. Là-dessus, c'est une bonne question. Je dirais que c'est ça qui me frustre le plus. C'est des fois, je dis, oui, en fait, on fait ci, on est là-dessus, mais en fait, des fois, on est obligé de dire non à certaines propositions en disant, en fait, je peux pas, parce qu'en fait, on va faire trop de choses, on ne fait plus rien, quoi. Donc, ouais, c'est une très bonne question, et des fois, ça me frustre un peu, effectivement, complètement. Merci. D'autres remarques ou questions pour Donatien? Il nous reste 1 ou 2 minutes. Oui, Violette. Qui s'est déjà présenté? Donc vous étiez déjà spécialiste d'aviron et vous travaillez ou avez travaillé dans votre club. Et donc c'est une opportunité, mais qui a été également permise par vos choix d'adolescents ou de jeunes adultes. Mais quand c'est
pas une opportunité qui est possible parce que c'est pas un sport qui est fédéral ou c'est pas par exemple moi je fais pas du tout de pratique en club mais j'aime quand même la performance et le sport. Mais comment je peux atteindre ce type d'opportunité alors que j'ai pas le réseau du club, j'ai pas le réseau des 15 ans d'expérience dans cette discipline. Donc ça c'est une grande question que je me pose. En fait, tu fais référence à tout ce qui est crossfit, etc., ce milieu-là, qui en fait finalement fonctionne beaucoup plus. En fait, tu viens aussi la pratique vient d'un milieu beaucoup plus privé qu'associatif, et je pense que c'est la différence. Et pour moi, ce que je pourrais te répondre, c'est déjà chercher à passer par ce milieu pro, c'est-à-dire dans une salle, et en fait commencer à encadrer dans une salle. Et je te dis, si tu fais bien ton boulot, soit on te proposera plus de missions sur la salle, ou toi-même te mettre à ton compte en fait en créant ta salle. Ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est un milieu qui, à la différence de l'associatif, où on est beaucoup plus sur un milieu privé. Et donc pour faire, mais après, c'est toujours la même chose, se faire son réseau. C'est, ma préparatrice sur du crossfit, c'est trop bien, tu devrais aller la voir, etc. Puis pareil, quand tu fais bien ton boulot, le monde appelle le monde, et c'est le bouche à oreille qui est le plus important en fait. Et c'est vrai qu'il y a cette différence où sur le milieu associatif, il y a moins ce tissu associatif dans ces pratiques-là, on va dire. D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que tu avais créé un profil LinkedIn qui n'est pas un réseau professionnel, ça commence par là. Donc très bonne, j'ai vu quelques productions te concernant. C'est bien, c'est comme ça que tu vas commencer à te faire du réseau, sachant que le CrossFit est en plein développement. Oui. Et comme tu le dis très, très judicieusement, c'est une activité privée, donc c'est une problématique encore différente. Néanmoins, il y a peut-être une fédération française de CrossFit. Non, pas encore. Il faut que tu la crées. Si je dis pas de bêtises, c'est Reebok qui possède la marque. Ouais, je me demande si c'est pas Reebok qui l'a déposé. Ah oui, c'est possible. Il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais... Bien, je vois que ça y est, on décroche là. Ils ont réussi à tenir 2 heures, super. Un grand merci à toi, Donatien, une fois de plus. Ouais, je pense qu'on peut l'applaudir.